24 heures pour quitter ta propre maison. C'est ce que ma fille m'a dit le jour de mes 80 ans. Pas « joyeux anniversaire, maman ». Pas « je t'aime ». Non, 24 heures, comme si j'étais une locataire en retard de loyer. Comme si cette maison, notre maison, n'avait jamais été la mienne. Elle a dit que c'était son cadeau à elle. Je m'appelle Lisette Courtois. J'ai 81 ans aujourd'hui. Et voici l'histoire que j'ai gardée pour moi bien trop longtemps. Ce matin-là, j'ai ouvert la porte comme tous les matins. J'attendais peut-être des fleurs, un gâteau. Jeanne, ma fille unique, se tenait sur le perron. Costume gris, talons hauts, regard froid. Elle n'est pas entrée. Elle est restée debout, les bras croisés, comme une étrangère venue réclamer une dette. « Maman, il faut qu'on parle. » J'ai souri. J'ai pensé qu'elle allait enfin me proposer de venir vivre avec elle et son mari. Depuis la mort de Bernard, mon époux, je vivais seule dans cette grande maison bourgeoise du 16e arrondissement. Trop grande pour moi, c'est vrai. Mais c'était chez moi. Les murs sentaient encore son eau de Cologne. Le parquet craquait sous mes pas comme une vieille mélodie. « Entre, ma chérie. Je vais faire du café. » Elle n'a pas bougé. « Je n'ai pas le temps, maman. Écoute-moi bien. J'ai besoin de cette maison. Je dois vendre. Tout. Marc a perdu son emploi. Les enfants coûtent cher. Et moi, j'ai besoin de recommencer ma vie. » J'ai cligné des yeux. Je n'ai pas compris tout de suite. Recommencer? Mais Jeanne, tu as tout. Un mari, 2 enfants magnifiques, un appartement dans le Marais. Elle a levé la main. Comme on fait taire un enfant. Maman, tu ne comprends rien. Papa ne m'a rien laissé. Rien. Tout est à toi. Et toi, tu vis ici comme une reine pendant que moi, je me bats pour survivre. C'est injuste. Mon cœur s'est serré. Mes mains ont tremblé. Jeanne, cette maison, c'est tout ce qu'il me reste de lui. De nous. Elle a haussé les épaules. Ça, c'est ton problème. Moi, j'ai besoin d'argent. Maintenant. Tu as 24 heures pour faire tes valises et partir. J'ai déjà contacté une agence immobilière. Les visites commencent après-demain. Elle a tourné les talons. Elle est partie. Sans un baiser, sans un regard en arrière. Je suis restée là, debout dans l'entrée, les genoux tremblants, une main sur le chambranle de la porte. La lumière du matin entrait par la fenêtre et dessinait des ombres sur le plancher ciré. J'ai pensé à toutes ces années où j'avais tout donné pour elle, toutes ces nuits où je l'avais bercée, tous ces sacrifices. Et voilà ce qu'elle m'offrait pour mes 80 ans. 24 heures. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que dans le grenier de cette maison, dans une vieille malle en cuir que Bernard avait rapportée de ses voyages d'affaires, il y avait une boîte en bois de rose. Une boîte que je n'avais jamais ouverte depuis sa mort. Une boîte qui contenait la vérité. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été trahi par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. Après son départ, je suis restée immobile pendant une éternité. Ou peut-être seulement quelques minutes. Le temps n'avait plus de sens. Mes jambes ont fini par céder. Je me suis assise sur le canapé du salon. Celui en velours bleu nuit que Bernard avait choisi chez un antiquaire de la rue de Provence. Il disait que c'était un canapé pour une reine. Ma reine, ajoutait-il en m'embrassant le front. Je me suis souvenu de tout, de chaque détail, de chaque parfum. Cette maison n'a pas toujours été silencieuse. Il fut un temps où elle résonnait de rire, où les dimanches sentaient la tarte aux pommes et le café frais, où Bernard rentrait du bureau en sifflotant, sa mallette en cuir sous le bras, et criait depuis l'entrée « Lisette, je suis là, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Nous nous étions rencontrés en 1963. J'avais 22 ans, lui 27. C'était au jardin du Luxembourg, un dimanche d'avril. Je lisais Marguerite Duras sur un banc près de la fontaine Médicis. Il est passé devant moi 3 fois avant de trouver le courage de me parler. « Excusez-moi, mademoiselle, est-ce que ce livre vaut la peine qu'on oublie le printemps pour lui ?» J'ai levé les yeux. Il souriait. Un sourire timide, un peu maladroit. Il portait un costume gris impeccable, une cravate bordeaux. Ses cheveux châtains étaient peignés en arrière. Il avait des yeux noisettes qui brillaient comme s'ils contenaient toute la lumière du monde. « Le printemps reviendra, monsieur. Mais ce livre, lui, ne se relit qu'une fois. » Il a ri. Il s'est assis à côté de moi. Nous avons parlé pendant des heures. De livres, de musique, de Paris, de la vie. Quand le soleil a commencé à décliner, il m'a demandé si je voulais marcher avec lui jusqu'à Saint-Germain. J'ai dit oui. Nous ne nous sommes plus quittés. Bernard travaillait dans l'import-export. Il voyageait beaucoup. Italie, Espagne, Allemagne. Mais il revenait toujours avec un cadeau pour moi. Une écharpe en soie de Milan. Un bracelet en argent de Séville. Un recueil de poèmes allemands qu'il me lisait le soir, même s'il ne comprenait pas tout. « C'est beau quand même, non ?» disait-il en riant. Nous nous sommes mariés en 1965, à la mairie du 6e arrondissement. Une petite cérémonie intime. Ma mère pleurait.
Mon père a serré la main de Bernard avec force et lui a dit « Prends soin d'elle, c'est tout ce que je te demande ». Et il a tenu parole. Cette maison, nous l'avons achetée ensemble en 1969, grâce à un héritage que Bernard avait reçu de son oncle paternel. 5 étages, un grenier mansardé, un petit jardin à l'arrière avec un cerisier qui donnait des fruits chaque printemps. Bernard aimait dire que c'était notre château. Un château pour toi, Lisette. Tu mérites un palais, mais pour l'instant, ça fera l'affaire. Jeanne est née 1 an plus tard, 1970, le 15 mai, un matin pluvieux. Bernard a pleuré quand il l'a vue pour la première fois. Il l'a prise dans ses bras comme si elle était en cristal. « Elle a tes yeux, Lisette. Elle sera aussi belle que toi. » J'ai pensé qu'il était fou, mais il avait raison. Jeanne était magnifique. Des cheveux noirs et bouclés, des yeux verts comme les miens. Un sourire qui illuminait toute la pièce. Bernard l'adorait. Il rentrait du travail et la première chose qu'il faisait, c'était de la prendre dans ses bras et de la faire tourner dans les airs. « Ma princesse, mon trésor !» Elle riait, elle criait de joie, elle l'appelait « Papa chéri ». Pendant des années, notre vie a été un conte de fées. Les étés à Deauville, les Noëls au coin du feu, les anniversaires avec des gâteaux trop sucrés et des bougies qui ne s'éteignaient jamais du premier coup. Jeanne jouait du piano dans le salon. Bernard l'écoutait, les yeux fermés, un sourire aux lèvres. Elle a un don, Lisette, un vrai don. Moi, je préparais le dîner en écoutant leur rire. Je mettais la table avec soin. Nappe blanche, assiette en porcelaine, verre en cristal. Bernard disait toujours « On n'est pas riche, mais on peut vivre comme des rois ». Et c'était vrai. Le dimanche, nous allions nous promener au bois de Boulogne. Bernard tenait ma main. Jeanne courait devant nous, poursuivant les canards. Elle portait des robes à fleurs que je lui cousais moi-même, des rubans dans les cheveux, des chaussettes blanches montantes. Elle était notre fierté, notre joie. Mais quelque chose a changé quand elle a eu 15 ans. Elle est devenue distante, froide. Elle ne riait plus aux blagues de Bernard. Elle ne jouait plus du piano. Elle enfermait dans sa chambre pendant des heures. Quand je frappais à sa porte, elle criait « Laisse-moi tranquille !» Bernard me disait « C'est l'adolescence, Lisette, ça passe. » Mais ça n'a jamais vraiment passé. Elle a quitté la maison à 18 ans pour faire des études de commerce à Lyon. Elle ne revenait que pour les fêtes. Et même là, elle semblait ailleurs. Au téléphone, les conversations étaient brèves. « Oui, maman. Non, maman. Je dois y aller, maman. » Bernard essayait de la rassurer. Elle construit sa vie. C'est normal. On doit la laisser voler de ses propres ailes. J'ai essayé de le croire. Mais au fond, je sentais déjà que quelque chose s'était brisé. Quelque chose que je ne savais pas réparer. Quand Bernard est tombé malade, Jeanne avait 35 ans. Elle était déjà mariée à Marc, un avocat d'affaires qu'elle avait rencontré lors d'un séminaire à Paris. Ils avaient 2 enfants, Lucas et Chloé. Bernard les adorait. Il les appelait ses petites trésors. Mais Jeanne ne venait presque jamais. Même quand je l'ai appelée pour lui dire que son père était à l'hôpital, elle a mis 3 jours pour venir. « Je suis très occupée, maman. Marc a besoin de moi au cabinet. Les enfants ont école. » Bernard ne lui a rien dit. Il a souri quand elle est arrivée, pâle et amaigrie dans ce lit d'hôpital. « Ma princesse, tu es venue. » Elle a hoché la tête. Elle a posé un baiser rapide sur son front. Elle est repartie 1 heure plus tard. « Elle fait ce qu'elle peut », a murmuré Bernard. Mais moi, j'ai vu la douleur dans ses yeux. Il est mort 3 semaines plus tard, 2021, le 12 octobre, dans son sommeil, paisiblement. Je tenais sa main. J'ai senti son dernier souffle contre ma joue. J'ai murmuré « Je t'aime, Bernard. Je t'aimerai toujours. » Jeanne est arrivée le lendemain, pour les obsèques. Elle portait du noir. Elle a pleuré pendant la cérémonie. Mais après, dans le salon de cette maison, elle m'a demandé « Papa avait fait un testament ?» J'ai eu froid. « Jeanne, ton père vient de partir. Je sais, maman. Mais il faut être pratique, pratique. » Ce mot m'a brisé le cœur. « Tout est à moi, Jeanne. Ton père me l'a laissé. La maison, les comptes, tout. Il voulait que je sois en sécurité. » Elle a serré les lèvres. Elle a hoché la tête. Elle est partie sans rien dire. Et pendant 3 ans, elle ne m'a presque plus appelée. Jusqu'à ce matin. Jusqu'à ces 24 heures. Je me suis levée du canapé. J'ai marché lentement jusqu'à l'escalier. Mes genoux craquaient. Mes mains tremblaient sur la rampe. J'ai monté les marches, une à une, comme si je grimpais une montagne. Au dernier étage, il y avait une petite porte en bois, celle qui menait au grenier. Je l'ai ouverte. L'air sentait la poussière et les vieux souvenirs. Il y avait des cartons partout, des meubles recouverts de draps blancs, des cadres retournés contre le mur. Et au fond, près de la lucarne, cette vieille malle en cuir que Bernard avait rapportée d'un voyage à Florence. Je me suis agenouillée devant elle. Mes doigts ont effleuré les serrures en laiton. J'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur, il y avait des albums photos, des lettres,
des certificats, et posée délicatement sur une pile de papier jauni, cette petite boîte en bois de rose. La boîte que Bernard m'avait donnée 3 jours avant sa mort. Lisette, si un jour tu as besoin de la vérité, elle est là. Je ne l'avais jamais ouverte, j'avais eu trop peur. Mais maintenant, je n'avais plus le choix. J'ai pris la boîte entre mes mains. Elle était légère. Elle sentait encore le parfum de Bernard, ce mélange de tabac blond et de lavande. J'ai respiré profondément et j'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur de la boîte en bois de rose, il y avait des papiers, beaucoup de papiers, soigneusement pliés, certains jaunis par le temps, d'autres encore blancs, presque neufs. Une odeur de vieux bureau s'en échappait, cette odeur d'encre et de poussière qui vous ramène dans le passé. J'ai sorti le premier document. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû le poser par terre pour pouvoir le lire. C'était une lettre, écrite de la main de Bernard. Son écriture fine et élégante, celle qu'il utilisait pour me laisser des mots doux sur la table de la cuisine avant de partir en voyage. Ma Lisette bien-aimée, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Pardonne-moi de ne pas avoir eu le courage de te parler de vive voix. Certaines vérités sont trop lourdes à dire quand on regarde dans les yeux de celle qu'on aime. Il y a des choses que tu dois savoir sur Jeanne, des choses que j'ai gardées pour moi pendant trop longtemps, par peur de te faire du mal. Mais maintenant, je dois te protéger, même de loin, surtout de loin. Dans cette boîte, tu trouveras tous les documents. Les preuves, les dates, les montants, tout ce qu'elle m'a demandé, tout ce que je lui ai donné. Parce que, vois-tu, Jeanne n'a jamais cessé de demander. Je t'aime, Lisette, je t'aimerai toujours. Sois forte, ton Bernard. J'ai relu cette lettre 3 fois, 4 fois. Les mots dansaient devant mes yeux. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. Qu'est-ce que Bernard avait voulu dire? Qu'est-ce que Jeanne lui avait demandé? J'ai pris le deuxième document. C'était un relevé bancaire, daté du 15 mars 2008. Un virement de 50 000 € sur le compte de Jeanne Courtois-Moreau. 50 000 €. J'ai cligné des yeux. J'ai relu le chiffre. Je ne comprenais pas. Bernard ne m'en avait jamais parlé. Nous parlions toujours d'argent ensemble. Toujours. Nous n'avions pas de secret. Ou du moins, je le croyais. J'ai cherché dans la boîte. J'ai trouvé un autre relevé. Août 2010. 75 000 €. Encore un virement à Jeanne. Puis un autre. Janvier 2013. 80 000 €. Puis un autre. Juin 2015. 100 000 €. Mon Dieu, mes mains tremblaient tellement que les papiers tombaient par terre. Je les ramassais, je les étalais devant moi. Il y en avait des dizaines, des virements, des chèques signés, des reçus, des lettres d'avocat, des actes notariés. En tout, Bernard avait donné à Jeanne plus de 450 000 €. 450 000 € sur 15 ans. J'ai senti mes jambes se dérober. Je me suis assise sur le sol poussiéreux du grenier, entourée de ces papiers qui me brûlèrent les yeux. Comment était-ce possible? Comment avait-il pu faire ça sans me le dire? J'ai trouvé une autre lettre. Celle-ci était de Jeanne, écrite sur du papier à en-tête de son cabinet d'avocat. Datée de 2007. Papa, j'ai encore besoin de ton aide. Marc et moi traversons une période difficile. L'appartement dans le Marais coûte une fortune et nous avons besoin de faire des travaux urgents. Les enfants grandissent, ils ont besoin de plus d'espace. Je sais que tu as déjà beaucoup donné, mais cette fois, c'est vraiment important. 50 000 € nous sauvèrent la vie. Je sais que maman ne comprendrait pas. Elle ne comprend jamais rien à l'argent. S'il te plaît, ne lui dis rien. C'est entre toi et moi. Comme toujours, je t'embrasse fort. Ta Jeanne. Mon sang s'est glacé. Maman ne comprendrait pas. Elle ne comprend jamais rien à l'argent. Ces mots horribles. Comment avait-elle osé écrire ça? Moi qui avais géré notre budget pendant 40 ans. Moi qui avais économisé chaque centime pour que nous puissions vivre dignement. Moi qui avais renoncé à mes rêves pour qu'elle puisse faire des études dans les meilleures écoles. Et Bernard avait accepté. Il avait donné. Encore et encore. J'ai trouvé d'autres lettres, toutes sur le même ton. Toujours des demandes, toujours des urgences, toujours des promesses qu'elle ne tiendrait jamais. Papa, les enfants ont besoin de cours particuliers. Papa, Marc veut créer son propre cabinet. Il nous faut un apport. Papa, nous voulons acheter une maison de vacances en Normandie. Papa, les études privées coûtent cher. Et à chaque fois, Bernard avait répondu. À chaque fois, il avait signé un chèque. À chaque fois, il avait gardé le secret. Pourquoi? Pourquoi ne m'avait-il rien dit? J'ai trouvé une dernière lettre. Celle-ci était différente. Écrite par Bernard. Non envoyée. Juste pliée et rangée dans la boîte. Datée du 5 octobre 2021. Une semaine avant sa mort. Ma Jeanne, je t'écris cette lettre que tu ne liras peut-être jamais. Le médecin m'a dit que je n'en ai plus pour longtemps. Mon cœur est fatigué. Mais avant de partir, je dois te dire la vérité. J'ai tout donné pour toi.
Pendant 15 ans, j'ai puisé dans mes économies, dans mon héritage, dans tout ce que j'avais mis de côté pour notre retraite, la retraite de ta mère et la mienne. Je l'ai fait parce que tu es ma fille, parce que je t'aime, parce que je voulais te protéger. Mais je n'ai pas eu le courage de dire non. Et je n'ai pas eu le courage de dire la vérité à ta mère. Maintenant, je le regrette. Parce que j'ai vu ton regard changer. J'ai vu comment tu nous regardes, ta mère et moi, comme si nous étions un poids, comme si nous t'empêchions de vivre. Tu as tout reçu, Jeanne, tout. Et pourtant, tu n'es jamais satisfaite. Quand je serai partie, prends soin de ta mère. Elle ne mérite pas d'être abandonnée. Elle t'a tout donné. Nous t'avons tout donné. Ne lui fais pas de mal. Ton père qui t'aimera toujours, même si tu ne le mérites plus. J'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis des années. Mes sanglots résonnaient dans le grenier silencieux. Les larmes coulaient sur mes joues, sur mes mains, sur ces papiers maudits qui me racontaient une histoire que je ne voulais pas connaître. Bernard savait. Il savait que Jeanne était devenue quelqu'un d'autre, quelqu'un de froid, quelqu'un de calculateur, quelqu'un qui ne voyait en nous que des distributeurs automatiques. Et pourtant, il avait continué à donner, parce qu'il l'aimait, parce qu'il espérait qu'un jour, elle redeviendrait cette petite fille qu'il appelait « papa chéri ». Mais elle n'était jamais redevenue cette petite fille. J'ai pensé à ce matin, à ces mots. Papa ne m'a rien laissé, rien. C'était un mensonge énorme, un mensonge cruel. Elle avait reçu presque 1 demi-million d'euros. Elle avait reçu un appartement dans le Marais, une maison en Normandie, des études pour ses enfants, une vie confortable. Tout ça grâce à son père, grâce à l'argent que nous avions économisé pendant des décennies. Et maintenant, elle voulait cette maison, ma maison, la seule chose qui me restait. Je me suis souvenu de quelque chose. Un détail que j'avais ignoré à l'époque parce qu'il me semblait insignifiant. C'était en 2009. Jeanne était venue déjeuner un dimanche. Elle avait apporté des macarons de chez Ladurée. Elle souriait. Elle était de bonne humeur. Trop bonne humeur, maintenant que j'y repensais. À la fin du repas, Bernard et elle étaient sortis sur la terrasse. Ils avaient parlé pendant longtemps. Je les voyais par la fenêtre de la cuisine. Bernard hochait la tête. Jeanne gesticulait. À un moment, elle lui avait pris la main et l'avait embrassée. Quand ils étaient rentrés, Bernard avait l'air fatigué, triste. Il m'avait dit « Je crois que je vais m'allonger un peu. Tu te sens bien ?» avais-je demandé. « Oui, oui, juste un peu fatigué. » Jeanne était partie peu après. En m'embrassant sur la joue, elle m'avait murmuré « Papa est un ange, maman. Tu as beaucoup de chance. » J'avais cru que c'était un compliment, une marque d'affection. Maintenant, je comprenais. Ce jour-là, elle lui avait encore demandé de l'argent. Et il avait encore dit oui. Il y avait eu d'autres signes, d'autres détails que j'avais ignorés. Comme cette fois, en 2011, où Bernard avait annulé nos vacances en Italie au dernier moment. Problème de trésorerie au bureau, avait-il dit. Mais maintenant, je voyais. Il venait de donner 75 000 € à Jeanne. Il n'avait plus les moyens de m'emmener à Rome. Ou cette autre fois, en 2016, où j'avais voulu refaire la cuisine. Bernard m'avait dit « Pas cette année, ma chérie. Attendons encore un peu. » J'avais été déçue, mais je n'avais pas insisté. Maintenant, je savais pourquoi. Il venait de financer la maison de vacances de Jeanne en Normandie. Combien de fois avais-je renoncé à quelque chose sans savoir que c'était pour elle? Combien de fois Bernard avait-il menti pour la protéger? J'ai essuyé mes larmes. J'ai ramassé tous les papiers. Je les ai remis dans la boîte en bois de rose, soigneusement, un par un. Mes mains ne tremblaient plus. Mon cœur ne battait plus si fort. Quelque chose s'était durci en moi. Jeanne m'avait menti. Elle m'avait regardé droit dans les yeux ce matin et m'avait dit que son père ne lui avait rien laissé. Elle avait joué la victime, la fille abandonnée, la pauvre femme qui devait se battre seule. Mais c'était faux. Tout était faux. Elle avait déjà tout reçu et maintenant, elle voulait encore plus. J'ai refermé la boîte. Je l'ai serrée contre ma poitrine. Je suis descendue lentement du grenier, marche par marche. Dans le salon, j'ai posé la boîte sur la table basse, à côté de la tasse de café que je n'avais pas finie ce matin, à côté de la carte d'anniversaire que personne ne m'avait envoyée. Il était 15 heures. Il me restait 19 heures avant l'ultimatum. Je me suis assise sur le canapé en velours bleu nuit. J'ai regardé cette maison. Ces murs qui avaient abrité tant d'amour, tant de mensonges aussi, maintenant que j'y pensais. Et j'ai compris quelque chose. Jeanne n'était pas venue ce matin pour récupérer une maison. Elle était venue pour effacer les traces, pour me faire partir avant que je découvre la vérité, avant que je pose des questions, avant que je regarde les comptes de Bernard de trop près. Elle pensait que j'étais vieille, que j'étais faible, que j'accepterais tout sans broncher. Mais elle se trompait. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. J'ai pris mon téléphone.
J'ai composé un numéro que je n'avais pas appelé depuis des années. Celui de Maître Dubois, notre notaire. L'homme qui avait rédigé le testament de Bernard. « Allô, Maître Dubois, c'est Lisette Courtois. J'ai besoin de vous voir. Aujourd'hui, si possible. C'est urgent. » Il y avait des choses que Jeanne devait apprendre. Et cette fois, c'est moi qui allais lui donner une leçon. Maître Dubois m'a reçu à 17 heures. Son étude se trouvait rue de Rivoli, dans un immeuble ancien avec des plafonds moulurés et des parquets qui craquaient sous les pas. Je connaissais ce bureau par cœur. Bernard et moi y étions venus des dizaines de fois pour acheter la maison, pour signer nos testaments, pour régler des affaires d'héritage après la mort de ses parents. La secrétaire m'a fait entrer avec un sourire compatissant. « Madame Courtois, cela fait si longtemps. Comment allez-vous ? » « Je vais bien, merci. » C'était un mensonge, mais je n'avais pas la force d'expliquer. Maître Dubois s'est levé quand je suis entré. C'était un homme de 65 ans, grand et mince, avec des cheveux blancs impeccablement coiffés et des lunettes à monture dorée. Il avait toujours eu cette élégance discrète des gens qui fréquentent l'argent sans en parler. « Lisette, quelle joie de vous revoir. Asseyez-vous, je vous en prie. » Je me suis assise dans le fauteuil en cuir face à son bureau. J'ai posé la boîte en bois de rose sur mes genoux. Mes mains la serraient si fort que mes articulations blanchissaient. « Maître, j'ai besoin de votre aide. »« Bien sûr. De quoi s'agit-il » J'ai respiré profondément, puis j'ai commencé à raconter. Ce matin, Jeanne, l'ultimatum, les 24 heures, et la boîte, tous ces papiers, tous ces mensonges. Maître Dubois m'écoutait sans m'interrompre. Ses doigts étaient croisés sous son menton. Son visage restait neutre, mais je voyais quelque chose dans ses yeux, de la tristesse, ou peut-être de la colère. Quand j'ai eu fini, il y a eu un long silence. « Lisette, je suis désolé, tellement désolé. Vous saviez ?» Il a hésité, puis il a hoché la tête. Bernard m'en avait parlé. Pas de tout, mais de certaines choses. Il était tourmenté. Il m'avait demandé conseil plusieurs fois. Il ne savait plus comment dire non à sa fille. Il avait peur qu'elle le rejette, qu'elle ne vienne plus le voir, qu'elle coupe les ponts. « Et vous ne m'avez rien dit ?» Ma voix tremblait. Je n'étais pas en colère contre lui. Pas vraiment. Mais j'avais besoin de comprendre. Ce n'était pas à moi de le faire, Lisette. C'était son secret, son fardeau. Je lui avais conseillé de vous parler, de tout vous expliquer. Mais il avait trop peur de vous décevoir. Il pensait qu'il vous avait trahi en donnant autant d'argent à Jeanne sans vous consulter. Il avait honte. J'ai fermé les yeux. Des larmes coulaient encore, mais silencieusement cette fois. Bernard avait eu honte. Mon Bernard, cet homme droit, honnête, qui ne mentait jamais. Il avait porté ce poids seul, et il était mort avec. « Maître, dites-moi la vérité. Tout ce qu'il a donné à Jeanne, est-ce que ça change quelque chose pour moi? Pour la succession ?» Il a retiré ses lunettes. Il les a nettoyées lentement avec un mouchoir. Puis il m'a regardé. Légalement, non. Ce que Bernard a donné à Jeanne de son vivant, c'était son droit. C'était son argent. Il pouvait en disposer comme bon lui semblait. Vous étiez mariés sous le régime de la séparation de biens. Donc, techniquement, chacun gérait sa fortune personnelle. Bernard avait hérité de son oncle. Cet argent lui appartenait. J'ai senti mon cœur se serrer. Donc, elle a raison? Jeanne a raison? Non. Il a dit ce mot avec une fermeté qui m'a surprise. Non, Lisette, Jeanne n'a pas raison. Parce que même si, légalement, Bernard avait le droit de donner cet argent, moralement, c'est une autre histoire. Et surtout, il s'est penché en avant. Surtout, ce que Jeanne vous a dit ce matin est faux. Elle vous a dit que son père ne lui avait rien laissé. C'est un mensonge calculé. Et si elle a menti, c'est parce qu'elle sait que ce qu'elle fait est immoral. Mais elle peut quand même me forcer à quitter la maison? Non, absolument pas. J'ai cligné des yeux. Quoi? Lisette, cette maison vous appartient. En totalité. Bernard vous l'a léguée par testament. Jeanne n'a aucun droit dessus. Elle ne peut pas vous forcer à partir. Elle ne peut rien vendre. Rien. Mais elle a menti. Encore une fois. Il a ouvert un tiroir. Il a sorti un dossier épais. Il l'a ouvert devant moi. Voici le testament de Bernard, rédigé en 2018, 3 ans avant sa mort. Vous voyez cette clause? Je lègue à mon épouse, Lisette Courtois, la pleine propriété de notre maison 6 au 16, avenue Foch, Paris 16e arrondissement, ainsi que l'intégralité de mes comptes bancaires et placements financiers. Jeanne n'hérite de rien, parce que, selon les termes du testament, elle a déjà reçu sa part de son vivant. J'ai relu cette phrase 3 fois, 4 fois. Mes yeux brûlaient. Donc, elle ne peut rien faire, rien du tout. Si elle insiste, vous pouvez la poursuivre pour harcèlement, pour tentative d'extorsion. Vous avez tous les droits, Lisette. Elle n'en a aucun. J'ai senti quelque chose se défaire en moi. Un nœud, un poids. Je ne sais pas, mais pour la première fois depuis ce matin, j'ai pu respirer normalement. Pourquoi a-t-elle fait ça alors?
Si elle savait qu'elle n'avait aucun droit, pourquoi est-elle venue me menacer? Maître Dubois a soupiré. Parce qu'elle pensait que vous ne sauriez jamais. Elle pensait que vous étiez trop fragile, trop âgée, trop soumise. Elle comptait sur votre ignorance, sur votre peur. Elle voulait vous faire partir avant que vous posiez des questions, avant que vous ouvriez cette boîte. Il a désigné la boîte en bois de rose sur mes genoux. Bernard savait ce qui se passerait après sa mort. Il vous a laissé ces documents pour une raison, pour vous protéger, pour que vous puissiez vous défendre si Jeanne tentait quelque chose. J'ai pensé à Bernard, à ces derniers jours, à cette boîte qu'il avait préparée avec soin. Si un jour tu as besoin de la vérité, elle est là. Il savait, il avait tout prévu. Que dois-je faire, maître? Vous devez la confronter, lui montrer que vous savez, lui prouver qu'elle ne peut plus vous manipuler. Et si elle insiste, si elle vous harcèle, vous me contactez immédiatement. Je m'occuperai du reste. Je suis sortie de l'étude à 18h30. Il faisait déjà nuit. Les lampadaires de la rue de Rivoli s'allumaient un à un. Les gens marchaient vite, emmitouflés dans leurs manteaux. Paris était belle ce soir-là, froide, mais belle. J'ai marché lentement jusqu'à la station de métro. Je tenais la boîte contre mon cœur. Mes pas résonnaient sur le trottoir mouillé. Il avait plu pendant que j'étais chez le notaire. L'air sentait l'asphalte humide et les feuilles mortes. Je pensais à tout ce que Maître Dubois m'avait dit. Jeanne n'avait aucun droit. Elle avait menti. Elle avait essayé de me manipuler. Et pendant un moment, ça avait marché. Pendant quelques heures, j'avais cru que j'allais devoir partir, que j'allais perdre ma maison, que j'allais finir mes jours dans un petit appartement sinistre quelque part en banlieue. Mais maintenant, je savais. Pourtant, quelque chose en moi résistait encore. C'était ma fille, ma Jeanne, la petite fille que j'avais portée, que j'avais allaitée, que j'avais bercée pendant des nuits entières quand elle pleurait. Comment pouvait-elle me faire ça? Comment pouvait-elle me regarder dans les yeux et me mentir avec autant de facilité? J'ai repensé à tous ces moments où j'avais voulu croire qu'elle m'aimait encore, qu'elle était juste occupée, qu'elle avait juste besoin de temps, qu'un jour, elle redeviendrait cette petite fille qui m'appelait « maman chérie ». Mais peut-être que cette petite fille n'avait jamais vraiment existé. Peut-être que Jeanne avait toujours été ainsi, calculatrice, froide, intéressée. Et peut-être que Bernard et moi avions refusé de le voir parce que c'était trop douloureux. Je me suis souvenu d'un Noël. Elle avait 12 ans. Nous lui avions offert une montre en argent, une belle montre avec des gravures sur le boîtier. Elle l'avait regardée et avait dit « C'est tout ?» Julie a eu un bracelet en or pour Noël. Bernard avait ri. « Sois patiente, ma princesse. L'or viendra plus tard. » Mais moi, j'avais vu quelque chose dans ses yeux ce jour-là. Quelque chose de sombre, de déçu, comme si nous ne suffisions jamais. Et pourtant, j'avais continué. J'avais continué à donner, à aimer, à espérer. Parce que c'est ce que font les mères. Elles aiment, même quand on ne les aime pas en retour, même quand on les trahit, même quand on les brise. Je suis rentrée chez moi à 19h. La maison était plongée dans l'obscurité. J'ai allumé les lumières une à une. Le salon, la cuisine, l'escalier. Chaque pièce m'apparaissait différente maintenant, comme si je la voyais pour la première fois, comme si elle m'appartenait vraiment. J'ai préparé du thé, un thé au jasmin, celui que Bernard aimait boire le soir en lisant le journal. J'ai mis de l'eau à bouillir. J'ai sorti la théière en porcelaine blanche, celle qui venait de la grand-mère de Bernard, celle qu'on utilisait seulement les jours spéciaux. Aujourd'hui était un jour spécial. Je me suis assise dans la cuisine, devant la fenêtre qui donnait sur le jardin. Le cerisier se dressait dans la nuit, ses branches nues et noires contre le ciel. Au printemps, il donnait des fleurs roses, des centaines de fleurs qui tombaient comme de la neige. Jeanne aimait courir sous cet arbre quand elle était petite. Elle tendait les mains pour attraper les pétales. Elle riait. « Maman, regarde, il neige des fleurs. » « Oui, ma chérie, c'est magique, n'est-ce pas? C'est le plus bel arbre du monde. » J'ai bu mon thé lentement. J'ai pensé à toutes ces années, à tous ces sacrifices. J'avais renoncé à ma carrière de professeur pour élever Jeanne. J'avais renoncé à voyager pour qu'elle puisse aller dans les meilleures écoles. J'avais renoncé à mes rêves pour qu'elle puisse réaliser les siens. Et maintenant, elle me disait que j'avais 24 heures pour quitter ma propre maison. Mon téléphone a vibré. Un message de Jeanne. « Maman, j'espère que tu as commencé à faire tes cartons. L'agence passe demain à 10h pour prendre des photos. Ne sois pas là. » J'ai relu ce message 3 fois. Pas de « s'il te plaît », pas de « désolé », pas de « j'espère que tu vas bien ». Juste des ordres, froids, impersonnels, comme si j'étais une étrangère. J'ai posé mon téléphone. J'ai fini mon thé, puis je me suis levée. J'ai monté à l'étage. Dans ma chambre, il y avait une armoire ancienne, celle où Bernard rangeait ses costumes. Je l'avais gardée intacte depuis sa mort. Ses chemises étaient encore suspendues, ses cravates pliées dans un tiroir.
Son parfum flottait encore dans l'air quand j'ouvrais les portes. J'ai ouvert le tiroir du bas. Sous une pile de pulls, il y avait une enveloppe Kraft, épaisse. Je l'avais mise là, après les obsèques. Je ne l'avais jamais rouverte. C'était l'inventaire complet des biens de Bernard, établi par le notaire, avec tous les détails, tous les comptes, tous les placements, toutes les donations faites de son vivant. Je l'ai ouverte, j'ai parcouru les pages. Et là, en annexe, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas vu la première fois. Un document signé par Jeanne, daté de 2019. Un reçu pour solde de tout compte. Un document dans lequel Jeanne reconnaissait avoir reçu de son père la somme totale de 453 000 € et s'engageait à ne plus rien réclamer de la succession. Elle avait signé, de sa main, avec sa signature élégante et assurée. Et 2 ans plus tard, elle venait me dire que son père ne lui avait rien laissé. J'ai pris une photo de ce document. J'ai pris une photo de tous les relevés bancaires, de toutes les lettres, de tous les reçus. J'ai tout sauvegardé dans mon téléphone, puis dans un dossier sur mon ordinateur, puis sur une clé USB que j'ai cachée dans un tiroir. Je ne voulais plus jamais être prise au dépourvu. Il était 22 heures. Il me restait 12 heures avant l'ultimatum. Mais je ne partirai pas. Je ne ferai aucun carton. Je resterai ici, dans ma maison, chez moi. Et demain matin, quand Jeanne viendrait avec son agence immobilière, je serai là, assise dans le salon, sur le canapé en velours bleu nuit, avec la boîte en bois de rose posée sur mes genoux, et je lui dirai la vérité. Non, je lui montrerai la vérité, parce que les mots ne suffisent plus quand quelqu'un a décidé de ne plus écouter. J'ai éteint les lumières, je suis montée me coucher, mais je n'ai pas dormi. J'ai regardé le plafond toute la nuit, mon cœur battait fort, mes mains tremblaient, j'avais peur, bien sûr que j'avais peur, mais j'avais aussi quelque chose que je n'avais plus eu depuis longtemps, j'avais de la colère. Et de la détermination, je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Demain, tout changerait. Je me suis levée à 5 heures du matin. Je n'avais pas fermé l'œil de la nuit. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Jeanne, son regard froid, sa bouche qui prononçait ces mots terribles. 24 heures. Mais maintenant, je savais. Et savoir change tout. Je suis descendue à la cuisine. J'ai fait du café. Un café fort, noir, comme Bernard l'aimait. L'odeur a rempli la maison. Une odeur réconfortante. Une odeur de matin ordinaire. Mais ce n'était pas un matin ordinaire. J'ai bu mon café debout, devant la fenêtre. Le jour se levait lentement sur Paris. Le ciel était gris, lourd de nuages. Il allait encore pleuvoir. Novembre était un mois triste. Le mois où Bernard était mort. Le mois où ma vie avait basculé. Mais aujourd'hui, je ne basculerai pas. Je tiendrai debout. J'ai pris la boîte en bois de rose. Je l'ai posée sur la table de la cuisine. Je l'ai ouverte une nouvelle fois. J'ai sorti tous les documents. Je les ai étalés devant moi comme un puzzle. Chaque pièce racontait une partie de l'histoire. Une histoire que je n'avais jamais voulu voir. En triant les papiers, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas remarqué hier. Une petite enveloppe blanche, fermée avec du scotch jauni. Sur l'enveloppe, Bernard avait écrit au stylo bleu « Pour Lisette », à lire en dernier. Mes mains ont tremblé en l'ouvrant. À l'intérieur, il y avait une lettre, plusieurs pages. L'écriture de Bernard était moins assurée que d'habitude, comme s'il avait écrit en tremblant ou en pleurant. « Ma Lisette adorée, si tu lis ceci, c'est que tu as trouvé tous les documents. Je sais que tu dois être en colère contre moi. Tu as tous les droits de l'être. J'aurais dû te parler. J'aurais dû tout te dire dès le début. Mais j'avais honte, tellement honte. Je veux que tu comprennes comment tout a commencé. Comment j'ai laissé les choses déraper sans m'en rendre compte. La première fois que Jeanne m'a demandé de l'argent, c'était en 2003. Elle avait 33 ans. Elle venait de se marier avec Marc. Ils voulaient acheter leur appartement dans le Marais. Ils avaient besoin d'un apport. 50 000 €. Je lui ai demandé, pourquoi ne pas demander un prêt plus important à la banque? Elle m'a répondu, papa, tu sais bien que les banques sont des vautours. S'il te plaît, juste cette fois, je te le rendrai. J'ai dit oui, parce que c'était ma fille. Parce que je voulais qu'elle soit heureuse, parce que je me disais qu'aider ses enfants à démarrer dans la vie, c'était normal. C'était le rôle d'un père. Elle ne me l'a jamais rendu. 2 ans plus tard, elle est revenue. Les travaux de l'appartement coûtaient plus cher que prévu. Elle avait besoin de 75 000 €. Je lui ai dit, Jeanne, je t'ai déjà donné beaucoup. Peut-être que vous devriez revoir vos plans, faire quelque chose de plus simple. Elle a pleuré. Elle m'a dit que Marc la quitterait si l'appartement n'était pas parfait. Que c'était son rêve, que j'étais le seul sur qui elle pouvait compter. Comment pouvais-je lui dire non quand elle pleurait comme ça? J'ai dit oui, encore. Et puis, ça n'a plus jamais cessé. Chaque année, il y avait quelque chose. Une urgence, un besoin, un rêve, les enfants, la maison de vacances, les études privées.
le cabinet de Marc, toujours quelque chose. Au début, je me disais que c'était temporaire, que quand sa situation se stabiliserait, elle arrêterait de demander. Mais elle n'a jamais arrêté. Plus je donnais, plus elle demandait. Comme si c'était devenu normal, comme si je lui devais quelque chose. Et moi, je n'arrivais pas à dire non. Parce que j'avais peur. Peur qu'elle me rejette, peur qu'elle m'en veuille, peur de perdre ma fille. Tu te souviens de cette période où elle ne venait presque plus nous voir? C'était en 2012. Je lui avais dit que je ne pouvais plus donner autant, que nous devions penser à notre retraite, à toi. Elle ne m'a pas appelé pendant 6 mois. 6 mois, Lisette. Pas de nouvelles, pas de visite. J'étais malade d'inquiétude. Et toi, tu me demandais tous les jours, pourquoi Jeanne ne vient plus? Je ne savais pas quoi te répondre. Alors, j'ai cédé. J'ai rappelé. Je me suis excusé. Et j'ai recommencé à donner. Voilà comment j'en suis arrivé là. Voilà comment j'ai dilapidé presque tout ce que mon oncle m'avait laissé. Voilà comment j'ai trahi ta confiance. Je ne t'ai rien dit parce que j'avais honte, parce que je savais que tu serais déçu, parce que tu aurais eu raison de l'être. Mais maintenant, je dois te protéger, même après ma mort, parce que je sais ce que Jeanne va faire. Je la connais. Elle viendra te demander plus. Elle viendra te dire que je ne lui ai rien laissé. Elle essaiera de prendre la maison. Ne la laisse pas faire, Lisette. Cette maison, c'est tout ce qu'il me reste à te donner. C'est ton refuge, ton chez-toi. Ne la laisse pas te l'arracher. Pardonne-moi, mon amour. Pardonne-moi d'avoir été faible. Pardonne-moi de t'avoir menti. Pardonne-moi de t'avoir laissé seule avec ce fardeau. Mais surtout, sois forte, plus forte que je ne l'ai été. Je t'aime. Je t'aimerai toujours, jusqu'à mon dernier souffle. Et au-delà, ton Bernard. J'ai pleuré. Encore. Mes larmes tombèrent sur les pages, diluant l'encre bleue. Je pleurais pour Bernard, pour sa faiblesse, pour sa honte, pour tout cet amour qu'il avait donné, sans jamais être payé en retour. Je pleurais aussi pour moi. Pour toutes ces années où j'avais senti que quelque chose n'allait pas, mais où j'avais refusé de creuser. Parce que parfois, l'ignorance est plus confortable que la vérité. J'ai essuyé mes larmes. J'ai replié la lettre. Je l'ai serrée contre mon cœur pendant un long moment. Puis, je l'ai remise dans l'enveloppe et je l'ai rangée dans la boîte. Il était 7 heures du matin. Plus que 3 heures avant l'arrivée de Jeanne et de son agence immobilière. J'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. J'ai appelé Marguerite. Marguerite Lemoine était ma meilleure amie depuis 40 ans. Nous nous étions rencontrés à la bibliothèque municipale du 6e arrondissement. J'y emmenais Jeanne tous les mercredis après-midi. Marguerite y emmenait son fils, Thomas. Les enfants jouaient ensemble pendant que nous parlions de livres, de vie, de tout et de rien. Avec les années, nous étions devenus inséparables. Mais après la mort de Bernard, je m'étais isolée. Je ne répondais plus au téléphone. Je ne sortais plus. J'avais laissé mes amitiés se faner comme des fleurs sans eau. Le téléphone a sonné 3 fois. Puis, j'ai entendu sa voix, chaude, familière. « Allô, Marguerite, c'est Lisette. » Il y a eu un silence, puis un cri de joie. « Lisette, mon Dieu, Lisette, ça fait si longtemps. Comment vas-tu ? J'ai besoin de te parler. Tu peux venir ? Maintenant ? S'il te plaît, c'est important. J'arrive. Donne-moi 20 minutes. » Elle a raccroché. Je suis restée debout dans le salon, le téléphone à la main, le cœur battant. J'avais besoin de quelqu'un. J'avais besoin d'une amie. Quelqu'un qui me connaissait, qui connaissait Jeanne, qui pourrait me dire que je ne devenais pas folle. Marguerite est arrivée 18 minutes plus tard. Je l'ai vue descendre d'un taxi, un grand sac à main sous le bras, son écharpe rouge flottant au vent. Elle avait 78 ans, mais elle marchait comme une jeune fille, vive, élégante, pleine de vie. Je lui ai ouvert la porte. Elle m'a regardée, et sans un mot, elle m'a prise dans ses bras. Ma pauvre Lisette, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai fait entrer, je l'ai assise dans le salon, je lui ai servi du café, et puis j'ai tout raconté, depuis le début, depuis ce matin, depuis la découverte de la boîte, depuis les documents, depuis tout. Marguerite m'écoutait sans m'interrompre. Son visage passait de la surprise à la colère. À la fin, elle était blême. Elle n'a pas terminé sa phrase, mais je savais ce qu'elle pensait. Lisette, tu dois la confronter, tout de suite. Tu ne peux pas laisser passer ça. Je sais, c'est pour ça que je t'ai appelé. J'ai besoin de force, de courage. Elle a pris mes mains dans les siennes. Tu sais ce que je pense de Jeanne. Je te l'ai toujours dit, même quand elle était petite. C'était vrai. Marguerite n'avait jamais été dupe. Elle avait vu ce que Bernard et moi refusions de voir. Je me suis souvenu d'un jour, il y a 20 ans. Nous étions au parc. Jeanne avait 10 ans. Thomas, le fils de Marguerite, avait 11 ans. Ils jouaient ensemble. Ou plutôt, Jeanne commandait et Thomas obéissait. « Thomas, va me chercher une glace. »« Mais je n'ai pas d'argent. »« Demande à ta mère. »« Mais je n'ai pas envie de glace. Ce n'est pas pour toi. C'est pour moi. » Marguerite m'avait regardé. Elle avait murmuré. « Lisette, tu ne trouves pas que Jeanne est un peu autoritaire ?
Oh, tu sais, c'est juste un jeu. Les enfants sont comme ça. Non, pas tous les enfants. Mais je n'avais pas voulu l'écouter. Je m'étais dit qu'elle exagérait, que Jeanne était juste une petite fille forte, déterminée, qu'elle deviendrait une femme accomplie. Maintenant, je comprenais ce que Marguerite avait voulu dire. « Tu te souviens du mariage de Jeanne ?» a demandé Marguerite. Je me souvenais. Comment aurais-je pu oublier? C'était en 2000. Jeanne avait 30 ans. Elle épousait Marc dans une église du 15e arrondissement. Une belle cérémonie, élégante, coûteuse aussi. Bernard et moi avions payé presque tout. Le traiteur, les fleurs, la robe, la réception dans un château en Île-de-France. « Papa, je veux que ce soit parfait. Le plus beau jour de ma vie, tu comprends ?» Bernard avait souri. « Bien sûr, ma princesse, tu l'auras, ton jour parfait. » Il avait puisé dans nos économies. 50 000 € pour un mariage. Une somme folle. Mais Jeanne voulait le grand jeu. Et Bernard ne savait pas dire non. Le jour du mariage, tout était magnifique. Les roses blanches, les nappes en lin, le champagne millésimé. Les invités s'extasiaient. Quelle classe, quel goût. Mais à la fin de la soirée, Jeanne était venue me voir. J'étais assise à une table, fatiguée, les pieds gonflés dans mes chaussures trop serrées. Elle s'était penchée vers moi. « Maman, le photographe veut être payé ce soir. Tu peux lui donner 5 000 €? 5 000 €? Maintenant? Oui, papa a oublié de passer au distributeur. S'il te plaît, c'est urgent. » J'avais sorti mon chéquier, j'avais signé. Elle avait pris le chèque et était partie sans un merci. Le lendemain, Bernard m'avait dit « Mais pourquoi tu as payé le photographe? C'était déjà réglé. » Je l'avais regardé, interloqué. Jeanne m'a dit que elle t'a menti. Elle voulait juste plus d'argent. Pour leur voyage de noces, je suppose. Nous n'en avions plus jamais parlé. Mais quelque chose s'était brisé en moi ce jour-là. Une petite fêlure, invisible, mais réelle. « Lisette, tu sais ce que je pense ?» a dit Marguerite en me ramenant au présent. « Je pense que Jeanne a toujours été comme ça. Depuis toute petite, elle a appris très tôt que ses larmes et ses caprices marchaient avec Bernard. Et elle en a profité, encore et encore, jusqu'à aujourd'hui. Mais pourquoi? Pourquoi est-elle comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Marguerite a secoué la tête. « Tu n'as rien fait de mal, Lisette, rien. Tu as été une mère aimante, une mère dévouée. Trop, peut-être. Mais ce n'est pas ta faute si Jeanne a choisi de devenir ça. » Elle a désigné les documents étalés sur la table. Certaines personnes sont comme ça. Elles prennent tout, jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Et même là, elles veulent encore plus. Ce n'est pas toi qui l'as rendue ainsi. C'est elle. C'est son choix. J'ai regardé l'horloge. 9 heures, plus qu'1 heure. Elle va arriver bientôt, avec l'agence. Bien, laisse-la venir. Et moi, je reste avec toi. Non, Marguerite, je dois faire ça seule. Tu es sûre? Oui, mais merci. Merci d'être venue. Merci de m'avoir écouté. Ça m'a aidé. Elle m'a embrassé sur les 2 joues. Elle est partie en me disant « Appelle-moi après. » Promis? Promis. Quand la porte s'est refermée, je me suis retrouvée seule. Seule avec mes pensées. Seule avec la vérité. Je suis montée à l'étage. Je me suis habillée avec soin. Une robe en laine grise. Un collier de perles que Bernard m'avait offert pour nos 30 ans de mariage. Un peu de rouge à lèvres, discret, élégant. Je me suis regardée dans le miroir. J'ai vu une femme de 81 ans, fatiguée, marquée par la vie, mais debout, encore debout. Je suis redescendue. J'ai rangé tous les documents dans la boîte en bois de rose. J'ai posé la boîte sur la table basse du salon, bien en vue. Puis je me suis assise sur le canapé en velours bleu nuit, et j'ai attendu. À 9h57, j'ai entendu une voiture se garer devant la maison. Des portières qui claquent, des voix, puis la sonnette. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. Mes mains tremblaient, ma bouche était sèche, mais je ne bougeais pas. La sonnette a retenti encore. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis j'ai entendu la voix de Jeanne, agacée, impatiente. « Maman, ouvre, je sais que tu es là. » Je me suis levée lentement. J'ai marché jusqu'à la porte. J'ai posé ma main sur la poignée. J'ai respiré profondément. Puis, j'ai ouvert. Jeanne se tenait devant moi. Elle portait un tailleur noir, des talons hauts, des lunettes de soleil malgré le ciel gris. Derrière elle, il y avait 2 personnes, un homme et une femme. Jeunes, souriants, des mallettes à la main, l'agence immobilière. Jeanne a enlevé ses lunettes. Elle m'a regardé. Son visage s'est durci. « Pourquoi tu es encore là? Je t'avais dit de partir. » J'ai souri. Un sourire calme, serein. « Bonjour Jeanne. Entre. Nous devons parler. Il n'y a rien à dire. L'agence doit prendre des photos. J'ai dit « Entre ». Ma voix était douce, mais ferme. Quelque chose dans mon ton l'a fait taire. Elle a hésité. Puis elle s'est tournée vers l'homme et la femme. « Attendez-moi ici. Je reviens dans 5 minutes. » Elle est entrée. Elle a claqué la porte derrière elle. Elle a croisé les bras. « Alors, qu'est-ce que tu veux ?»
Je l'ai regardée. Cette femme, devant moi, cette étrangère, ma fille, viens dans le salon. Maman, je n'ai pas le temps pour... Viens, dans le salon. Elle a soupiré. Elle m'a suivi. Quand elle a vu les documents étalés sur la table, quand elle a vu la boîte en bois de rose, son visage a changé. Elle est devenue blanche. Qu'est-ce que c'est? Je me suis assise sur le canapé. J'ai posé mes mains sur mes genoux. J'ai levé les yeux vers elle. Assieds-toi, Jeanne. Il est temps que nous parlions. Vraiment. Jeanne ne s'est pas assise. Elle est restée debout, les bras croisés, le regard fixé sur la boîte en bois de rose. Ses mâchoires étaient serrées. Je voyais un muscle tressauter sur sa joue gauche. Un tic nerveux. Elle l'avait déjà enfant quand elle mentait. Assieds-toi, Jeanne. Je préfère rester debout. Comme tu veux. J'ai pris la boîte. Je l'ai ouverte lentement. Le couvercle a grincé. Un bruit léger, presque imperceptible. Mais dans le silence du salon, il résonnait comme un coup de tonnerre. J'ai sorti le premier document, le relevé bancaire de 2008. 50 000 €. Tu te souviens de ça? Jeanne a jeté un coup d'œil rapide. Elle a détourné les yeux. Je ne vois pas de quoi tu parles. Vraiment? J'ai posé le document sur la table. J'en ai sorti un autre. 2010. 75 000 €. Et ça? Elle a haussé les épaules. Mais je voyais ses mains trembler. Elle les avait enfoncées dans les poches de son tailleur pour que je ne le remarque pas. Mais je le voyais quand même. Maman, je ne comprends pas où tu veux en venir. Attends, je n'ai pas fini. J'ai sorti tous les relevés, un par un. Je les ai étalés sur la table comme un jeu de cartes. 2013, 2015, 2017, 2019, chacun portant la mention « Virement à Jeanne Courtois-Moreau ». La table était couverte de papier. Une mosaïque de mensonges, une cartographie de la trahison. 453 000 €, Jeanne. Ma voix était calme, presque douce, comme si je parlais de la météo. Mais mes mains, elles, serraient le bord de la boîte si fort que mes articulations blanchissaient. 453 000 € que ton père t'a donné, sur 15 ans, sans jamais me le dire. Jeanne a pâli. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, puis refermées. Elle cherchait ses mots. Mais aucun son ne sortait. Hier matin, tu es venu ici. Tu m'as regardé droit dans les yeux. Et tu m'as dit que papa ne t'avait rien laissé. Rien. Maman, tu m'as dit que tu devais vendre cette maison. Ma maison. Parce que tu avais besoin d'argent. Parce que Marc avait perdu son emploi. Parce que la vie était dure. J'ai sorti une autre enveloppe. Celle contenant les lettres de Jeanne à Bernard. Mais la vérité, c'est que tu as toujours eu besoin d'argent, n'est-ce pas? Depuis des années. Depuis toujours. J'ai ouvert l'enveloppe. J'ai lu à voix haute. Papa, j'ai encore besoin de ton aide. Marc et moi traversons une période difficile. 2007. J'ai pris une autre lettre. Papa, les enfants ont besoin de cours particuliers. Les études privées coûtent cher. 2012. Une autre. Papa, nous voulons acheter une maison de vacances en Normandie. 2015. Jeanne s'est avancée brusquement. Elle a tendu la main vers les lettres. Rends-moi ça. Tu n'as pas le droit. Le droit? J'ai levé les yeux vers elle. Pour la première fois depuis des années, j'ai soutenu son regard sans ciller, sans baisser les yeux, sans m'excuser d'exister. Tu me parles de droit, Jeanne? Toi qui as menti à ton père pendant 15 ans? Toi qui l'as manipulé? Toi qui as profité de sa faiblesse, de son amour, de sa culpabilité de père? Ce n'était pas comme ça. Alors c'était comment? Elle s'est détournée. Elle a marché jusqu'à la fenêtre. Elle regardait le jardin, le cerisier nu, les feuilles mortes sur le sol. Ses épaules tremblaient. Tu ne comprends pas. Tu n'as jamais compris. Alors explique-moi. Il y a eu un long silence, si long que j'ai cru qu'elle ne répondrait pas. Puis elle a parlé, d'une voix basse, amère. Toute ma vie, j'ai dû me battre, pour exister, pour réussir. Vous ne m'avez jamais rien facilité. J'ai cligné des yeux. Je ne comprenais pas. Comment peux-tu dire ça? Nous t'avons tout donné. Les meilleures écoles, les cours de piano, les vacances, tout. Oui, tout, sauf ce qui comptait vraiment. Elle s'est retournée. Ses yeux brillaient, de colère, de larmes. Je ne savais pas. Vous m'avez donné des choses, des objets, de l'argent pour les études, mais vous ne m'avez jamais écoutée, jamais comprise. Vous vouliez que je sois parfaite, la fille modèle, la petite princesse de papa. Mais moi, je n'étais jamais assez bien. Jamais. Jeanne. Non, laisse-moi parler. Toute ma vie, papa me regardait avec ses yeux pleins d'attente, comme si je devais accomplir ses rêves à lui, devenir ce qu'il n'avait pas été. Et toi, maman, tu étais toujours là, à me dire d'être gentille, d'être sage, de ne pas faire de vagues, comme si ma vie devait être lisse, sans relief, sans passion. Je voulais juste que tu sois heureuse. Heureuse? Tu voulais que je sois docile, obéissante, comme toi. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. J'ai senti mes joues de brûler. Jeanne,
Quand j'ai épousé Marc, vous étiez content. Enfin, votre fille épousait un avocat, un homme respectable. Vous ne m'avez jamais demandé si je l'aimais vraiment, si j'étais heureuse. Vous avez juste payé le mariage le plus cher possible pour pouvoir briller devant vos amis. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Et après, quand j'ai eu besoin d'aide, papa donnait. Toujours, sans poser de questions. Parce que c'était plus facile pour lui de signer un chèque que de me parler. Que de me demander comment j'allais vraiment. Elle s'est essuyée les yeux d'un geste brusque. Alors oui, j'ai demandé. Encore et encore, parce que c'était la seule façon d'avoir son attention. La seule façon qu'il me regarde, qu'il pense à moi. J'ai secoué la tête. Les larmes coulèrent sur mes joues. Jeanne, tu te trompes. Ton père t'adorait. Il pensait à toi tout le temps. Il parlait de toi sans arrêt. Tu étais sa fierté. Sa fierté, elle a ri. Un rire amer, cassé. Sa fierté, c'était le diplôme que j'ai décroché. Le mari que j'ai épousé. Les petits-enfants que je lui ai donnés. Mais moi, celle que j'étais vraiment, il ne m'a jamais vue. J'ai voulu répondre. Mais les mots ne venèrent pas. Parce qu'une partie de moi se demandait si elle avait raison. Si nous avions été trop occupés à vouloir qu'elle réussisse pour voir qu'elle souffrait. Mais non, non, je ne pouvais pas accepter ça. Pas maintenant, pas après ce qu'elle avait fait. Même si tout ce que tu dis est vrai, même si nous avons fait des erreurs, rien, tu m'entends, rien ne justifie ce que tu as fait hier. J'ai pris un autre document, le reçu pour solde de tout compte, signé de sa main en 2019. Tu as signé ça, tu as reconnu avoir reçu presque 1 demi-million d'euros, tu as promis de ne plus rien réclamer de la succession. Je l'ai posé devant elle. Et 2 ans plus tard, tu viens me dire que papa ne t'a rien laissé. Tu viens me menacer, me chasser de ma propre maison, le jour de mes 80 ans. Jeanne a regardé le document. Ses lèvres tremblaient. J'en avais besoin. De quoi? D'argent? Encore? Oui, elle a crié. Sa voix a résonné dans toute la maison. Un cri de rage, de désespoir. Oui, j'ai besoin d'argent. Marc a vraiment perdu son emploi. Le cabinet a coulé. Nous avons des dettes, des montagnes de dettes. L'appartement est hypothéqué. La maison en Normandie aussi. Les études des enfants coûtent une fortune. Et moi, je n'en peux plus. Elle s'est effondrée sur le fauteuil. Elle a enfoui son visage dans ses mains. Ses épaules tremblaient. Elle pleurait. Des sanglots profonds, désespérés. Pendant un instant, j'ai eu pitié d'elle. Pendant un instant, j'ai voulu me lever, la prendre dans mes bras, la consoler, comme je l'avais fait 1000 fois quand elle était petite. Mais je suis restée assise, parce que je me suis souvenue de quelque chose. Une phrase, dans la dernière lettre de Bernard. Plus je donnais, plus elle demandait. Comme si c'était devenu normal. Comme si je lui devais quelque chose. J'ai regardé ma fille, cette femme de 54 ans qui pleurait devant moi, et j'ai compris. Elle ne changerait jamais, peu importe combien je donnerais, peu importe combien je sacrifierais. Elle reviendrait toujours, encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Jeanne, écoute-moi bien. J'ai parlé doucement, calmement, mais ma voix était ferme. Je sais que tu traverses des difficultés. Je sais que la vie n'est pas facile. Mais ça ne te donne pas le droit de mentir, de manipuler, de voler. Je n'ai rien volé. Si, tu as volé la vérité. Tu as volé la confiance de ton père. Tu as essayé de me voler ma maison, ma sécurité, ma dignité. Elle a levé les yeux vers moi. Ses joues étaient rouges, ses yeux gonflés. Qu'est-ce que tu veux, maman? Que je m'excuse? Que je rampe à tes pieds? Que je te supplie? Non. J'ai pris la boîte, je l'ai refermée. Je l'ai posée sur mes genoux. Je veux que tu partes. Elle a cligné des yeux. Quoi? Je veux que tu partes, maintenant, et que tu ne reviennes pas. Maman, tu ne peux pas. Si, je peux. Cette maison est à moi, légalement, moralement. Ton père me l'a laissée, pas à toi, à moi, parce qu'il savait que tu essaierais de la prendre. J'ai sorti un dernier document, le testament, annoté par Maître Dubois. Lis. Elle a pris le papier, elle a lu. Son visage est devenu livide. Non, non, ce n'est pas possible. Si, c'est écrit noir sur blanc. Tu n'as aucun droit sur cette maison. Aucun. Et si tu insistes, si tu continues à me harceler, je te poursuivrai en justice pour tentative d'extorsion, pour harcèlement, pour abus de faiblesse. Tu ne ferais pas ça. J'ai soutenu son regard. Essaie, et tu verras. Jeanne s'est levée. Elle chancelait, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Elle a regardé autour d'elle. Cette maison, ces murs, ces meubles, tout ce qu'elle avait voulu prendre. Je suis ta fille. Sa voix était brisée, suppliante. Je suis ta fille, maman. Tu ne peux pas me faire ça. J'ai senti mon cœur se serrer. Dieu sait combien mon cœur s'est serré. Mais j'ai tenu bon. Oui, tu es ma fille. Et c'est pour ça que ça fait si mal. Parce que j'aurais tellement voulu que tu sois différente. Que tu sois celle que je croyais que tu étais. J'ai fermé les yeux un instant. J'ai respiré profondément. Mais tu ne l'es pas. Et je ne peux plus faire semblant.
Je ne peux plus me mentir. Je ne peux plus te laisser me détruire. Maman, va-t'en, Jeanne, s'il te plaît. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Elle a ramassé son sac. Elle a marché vers la porte, lentement, comme si chaque pas lui coûtait. Sur le seuil, elle s'est retournée une dernière fois. Tu le regretteras. Ce n'était pas une menace. C'était une prédiction, une promesse, peut-être. Mais au moins, je pourrais me regarder dans le miroir. Elle est partie. La porte s'est refermée derrière elle. J'ai entendu ses talons claquer sur le perron. Des voix dehors. Madame Moreau, tout va bien? Puis des portières qui claquent, un moteur qui démarre, et le silence. Je suis restée assise, immobile, la boîte en bois de rose sur mes genoux. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Puis j'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré. Des sanglots profonds, déchirants, qui venaient du plus profond de mon âme. Je pleurais pour Bernard, pour ses secrets, pour sa faiblesse, pour son amour gâché. Je pleurais pour Jeanne, pour la petite fille qu'elle avait été, pour la femme qu'elle était devenue, pour tout ce qui aurait pu être et qui ne serait jamais. Je pleurais pour moi, pour toutes ces années perdues, pour toutes ces illusions brisées, pour cette famille qui n'existait plus. Mais au milieu de ces larmes, il y avait autre chose, un soulagement, étrange, inattendu, mais réel. Parce que pour la première fois depuis des années, je n'avais plus peur. Je n'avais plus peur de dire la vérité. Je n'avais plus peur de décevoir. Je n'avais plus peur d'être abandonnée. Parce que j'avais déjà été abandonnée. Depuis longtemps. Je ne l'avais juste pas voulu voir. J'ai essuyé mes larmes. J'ai regardé autour de moi. Cette maison. Mon refuge. Mon chez-moi. Les murs étaient les mêmes. Les meubles aussi. Mais quelque chose avait changé. Moi, j'avais changé. Je me suis levée. J'ai marché jusqu'à la cuisine. J'ai préparé du thé. Le même thé au jasmin que Bernard aimait. J'ai sorti 2 tasses, par habitude. Puis, je me suis souvenu qu'il n'y avait plus personne. Juste moi. J'ai rangé une tasse. J'ai gardé l'autre. Je l'ai remplie. Je me suis assise à la table de la cuisine. Celle où nous avions pris 1000 petits déjeuners ensemble. 1000 dîners. 1000 conversations. J'ai bu mon thé lentement. Il était chaud, réconfortant, vivant. Dehors, le ciel commençait à se dégager. Un rayon de soleil perçait les nuages. Il tombait sur le cerisier, sur ses branches nues. Bientôt, ce serait le printemps. Les fleurs reviendraient. Les pétales roses tomberaient comme de la neige. La vie continuerait, avec ou sans Jeanne, avec ou sans Bernard. Mais elle continuerait. J'ai fini mon thé, j'ai lavé la tasse, je l'ai rangée dans le placard. Puis je suis retournée dans le salon. J'ai ramassé tous les documents, un par un. Je les ai remis dans la boîte en bois de rose, soigneusement, comme Bernard l'aurait fait. J'ai refermé la boîte, je l'ai serrée contre mon cœur. J'ai murmuré « Merci Bernard, merci de m'avoir protégé, même de loin, même après ta mort. Je t'aime, je t'aimerai toujours. » Puis je suis montée au grenier. J'ai remis la boîte dans la vieille malle en cuir. Je l'ai fermée à clé. Je n'en aurais plus besoin. La vérité avait été dite, la bataille avait été livrée, et j'avais gagné. Pas parce que j'avais humilié Jeanne, pas parce que j'avais gardé ma maison, mais parce que j'avais retrouvé quelque chose que j'avais perdu depuis longtemps. Ma dignité, ma force, moi-même. J'ai redescendu l'escalier. Mes genoux ne me faisaient plus mal. Mes mains ne tremblaient plus. Mon cœur battait calmement. Dans le salon, j'ai regardé ce canapé en velours bleu nuit, celui où Bernard aimait s'asseoir, où il lisait son journal, où il me prenait la main en disant « Ma reine ». Je me suis assise, j'ai fermé les yeux. Et pour la première fois depuis sa mort, j'ai souri. Un vrai sourire, paisible, serein. Parce que je savais que quelque part, d'une manière ou d'une autre, Bernard me regardait et qu'il était fier de moi. Dehors, la vie continuait. Les voitures passaient, les gens marchaient. Paris vivait, magnifique et indifférente. Et moi, Lisette Courtois, 81 ans, j'étais encore là, encore debout, encore vivante. Et ça, personne ne pourrait jamais me l'enlever. Les jours qui ont suivi ont été étranges, silencieux, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Je me levais le matin, je faisais mon café, je m'asseyais à la table de la cuisine, je regardais le jardin, le cerisier, le ciel, les oiseaux qui passaient. La vie continuait, imperturbable, indifférente à ma petite révolution intérieure. Mais moi, je n'étais plus la même. Quelque chose s'était dénoué en moi, quelque chose qui m'étouffait depuis des années sans que je m'en rende compte. Maintenant que c'était parti, je pouvais respirer, vraiment respirer. Marguerite m'appelait tous les jours. Alors, elle a donné des nouvelles? Non, rien, tant mieux. Laisse le temps faire son œuvre. Tu crois qu'elle reviendra? Peut-être, mais cette fois, tu sauras quoi lui dire. J'espérais qu'elle ait raison. Le 3e jour après notre confrontation, j'ai reçu un appel, un numéro inconnu. J'ai hésité avant de répondre.
Puis, j'ai décroché. Allô? Grand-mère? Mon cœur s'est arrêté. Cette voix, je la connaissais par cœur. Lucas? Oui, c'est moi. Lucas, mon petit-fils, 24 ans, étudiant en médecine, un garçon doux, intelligent, sensible. Je ne lui avais pas parlé depuis des mois. Il était toujours occupé. Ses études, ses examens, sa vie. Mais là, il m'appelait. Mon chéri, quelle joie de t'entendre. Comment vas-tu? Il y a eu un silence, puis sa voix, hésitante. Grand-mère, maman m'a raconté. Pour la maison, pour ce qui s'est passé. Mon sang s'est glacé. Bien sûr, Jeanne lui avait parlé. Mais qu'est-ce qu'elle lui avait dit? Ah, et qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Elle m'a dit que tu l'avais mise à la porte, que tu refusais de l'aider, que grand-père ne lui avait rien laissé et que maintenant, elle est dans une situation terrible. Elle pleurait, grand-mère. Je ne l'avais jamais vue pleurer comme ça. J'ai fermé les yeux. J'ai serré le téléphone si fort que mes jointures ont blanchi. Lucas, est-ce que je peux te raconter ce qui s'est vraiment passé? Oui, bien sûr. Alors je lui ai tout raconté. Tout. Depuis le début. Depuis ce matin où Jeanne m'avait donné 24 heures pour partir. Depuis la découverte de la boîte. Depuis les 453 000 €. Depuis les mensonges. Lucas écoutait en silence. Je l'entendais respirer. Parfois, il faisait un petit bruit, un soupir, un hoquet, comme s'il essayait de retenir quelque chose. Quand j'ai eu fini, il y a eu un très long silence. « Lucas, tu es toujours là? »« Oui, je suis là. » Sa voix tremblait. « Grand-mère, je ne savais pas. Je ne savais rien de tout ça. Maman ne nous a jamais dit que grand-père lui donnait de l'argent. Elle disait toujours que vous ne vouliez pas nous aider, que vous étiez égoïste. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. « Égoïste? » Oui. Elle disait que grand-père gardait tout pour lui, que vous viviez dans cette grande maison pendant qu'elle se battait pour nous offrir une éducation correcte. J'ai senti les larmes monter, mais je les ai retenues. Je ne voulais pas pleurer devant Lucas. Je ne voulais pas qu'il pense que je cherchais sa pitié. « Lucas, je ne sais pas quoi te dire. Je ne vais pas te demander de choisir entre ta mère et moi. Tu es son fils. C'est normal que tu sois de son côté. » Non. Il a dit ce mot avec une force qui m'a surprise. « Non, grand-mère, je ne suis pas de son côté. Pas si elle a menti. Pas si elle a fait ce que tu me dis. J'ai besoin de vérifier. J'ai besoin de lui parler. Lucas, s'il te plaît, ne te mets pas en colère contre elle à cause de moi. Je ne veux pas être responsable de... Grand-mère, stop. Tu n'es responsable de rien. Si maman a menti, c'est elle qui est responsable, pas toi. Il a raccroché peu après. Il m'a promis de me rappeler. Mais je savais que ce serait compliqué, qu'il aurait du mal à affronter sa mère, qu'il se sentirait déchiré. Et j'avais raison. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message de Jeanne. « Tu es contente? Tu as monté mon fils contre moi. Tu lui as raconté tes mensonges. Tu détruis ma famille. J'espère que tu es fière de toi. » J'ai relu ce message 3 fois. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer. Puis j'ai effacé le message, sans répondre, parce que je n'avais rien à dire, parce que tout avait déjà été dit. Le lendemain, j'ai reçu un autre appel. Cette fois, c'était Chloé, ma petite fille, 22 ans, étudiante en droit. Une jeune femme brillante, ambitieuse, qui ressemblait tant à sa mère. « Grand-mère Lisette? Oui, ma chérie, c'est moi. Je voulais te dire... » Sa voix était froide, tranchante, comme une lame. « Je voulais te dire que ce que tu as fait à maman est impardonnable. » Mon cœur s'est serré. « Chloé, est-ce que Lucas t'a parlé? Est-ce qu'il t'a dit? »« Oui, il m'a tout raconté. Tes accusations, tes preuves soi-disant. »« Chloé, ce ne sont pas des accusations. Ce sont des faits. Des documents. Des... » « Je m'en fiche de tes documents. » Elle a crié, un cri strident qui m'a fait sursauter. Maman a toujours été là pour nous. Toujours. Elle s'est battue pour qu'on ait la meilleure éducation. Elle a sacrifié sa carrière pour nous élever. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as vécu dans ta grande maison bourgeoise avec grand-père en nous regardant de haut. Chloé, ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Et maintenant que maman a besoin d'aide, tu la rejettes. Tu la traites de menteuse, de voleuse. Tu veux nous faire croire que c'est elle le monstre. Mais le monstre, c'est toi. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Quelque chose de fragile, de précieux. Chloé, ma chérie, s'il te plaît, ne m'appelle plus ma chérie. Tu ne mérites pas de m'appeler comme ça. Elle a raccroché. Je suis restée là, le téléphone à la main, les yeux fixés sur l'écran noir. Les larmes coulaient sur mes joues, silencieuses, amères. Chloé, ma petite Chloé. Celle que j'avais vue naître, celle à qui j'avais lu des histoires quand elle était petite, celle qui m'appelait Mamie Lisette, avec ce petit sourire en coin. Elle me détestait maintenant. Et c'était Jeanne qui avait fait ça. Jeanne qui avait monté ses enfants contre moi, qui leur avait raconté sa version, sa vérité à elle,
où elle était la victime, où j'étais le bourreau. J'ai pensé à Bernard, à ce qu'il aurait dit, à ce qu'il aurait fait. Il aurait été brisé, complètement brisé. Parce qu'il adorait ses petits-enfants. Il aurait tout donné pour éviter ça. Il aurait cédé, encore, pour acheter la paix, pour garder la famille unie. Mais moi, je ne pouvais pas, parce que j'avais compris quelque chose de terrible, quelque chose que Bernard n'avait jamais voulu voir. On ne peut pas acheter l'amour, on ne peut pas acheter le respect, on ne peut pas acheter la loyauté. Et si on essaie, on finit par tout perdre, y compris soi-même. Marguerite est venue me voir ce soir-là. Elle a sonné à la porte. Je n'ai pas répondu. Elle a insisté. Elle a crié. « Lisette, je sais que tu es là. Ouvre-moi. » J'ai fini par ouvrir. Elle m'a regardé. Elle a vu mes yeux rouges, mon visage défait, et sans un mot, elle m'a prise dans ses bras. Nous sommes restés là, sur le seuil, enlacés, pendant de longues minutes. Je pleurais contre son épaule. Elle me caressait les cheveux en murmurant « Pleure, ma belle, pleure, ça fait du bien. » Elle est entrée, elle m'a fait asseoir, elle a préparé du thé, elle m'a écouté raconter. Lucas, Chloé, les messages, la haine. Quand j'ai eu fini, elle a secoué la tête. « Lisette, tu savais que ça arriverait. Tu savais que Jeanne ne se laisserait pas faire. » Oui, mais je ne pensais pas qu'elle utiliserait les enfants. Je ne pensais pas qu'elle irait jusque-là. C'est ce que font les manipulateurs. Ils retournent tout le monde contre toi, parce qu'ils ne supportent pas d'avoir tort. Mais Marguerite, c'est mon petit-fils, ma petite-fille. Je les ai vus grandir, je les aime, et maintenant, ils me détestent. Non, ils ne te détestent pas. Ils sont confus, ils ont entendu une version de l'histoire. Ils ne connaissent pas toute la vérité. Mais un jour, ils comprendront. Un jour, ils verront qui est vraiment leur mère. Et si ce jour n'arrive jamais, alors tu auras fait ce que tu devais faire quand même. Parce que parfois, faire ce qui est juste coûte cher, très cher. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas le faire. Elle est restée avec moi jusqu'à minuit. Nous avons parlé, ri un peu, pleuré beaucoup. Quand elle est partie, je me sentais un peu moins seule. Mais seulement un peu. Les semaines ont passé, lentement, pesamment, comme des pierres qu'on traîne au fond de l'eau. Jeanne ne m'a plus contactée. Lucas non plus. Chloé, encore moins. C'était comme si j'avais cessé d'exister pour eux. Comme si j'étais morte. Et d'une certaine manière, c'était vrai. La grand-mère qu'ils connaissaient était morte. Celle qui disait toujours oui. Celle qui souriait même quand elle avait mal. Celle qui se sacrifiait en silence. Cette femme-là n'existait plus. À sa place, il y avait moi, Lisette. Une femme de 81 ans qui avait enfin appris à dire non. Un matin, j'ai reçu un courrier recommandé. Une lettre d'avocat. Maître quelque chose. Je ne me souviens plus du nom. J'ai ouvert l'enveloppe. Mes mains tremblaient. Je savais ce que c'était avant même de lire. Madame Courtois. Nous représentons Madame Jeanne Courtois-Moreau, votre fille, dans le cadre d'un litige successoral. Notre cliente conteste les termes du testament de feu Monsieur Bernard Courtois et demande sa part légale de la succession. Nous vous prions de bien vouloir prendre contact avec notre étude dans les meilleurs délais afin de trouver une solution amiable à ce différend. À défaut de réponse de votre part sous 15 jours, nous serons contraints d'engager une procédure judiciaire. J'ai relu cette lettre 3 fois, 4 fois. Les mots dansaient devant mes yeux. Jeanne m'attaquait en justice, ma propre fille. J'ai appelé Maître Dubois. Il m'a reçu l'après-midi même. « Lisette, je suis désolée. J'espérais que ça n'irait pas jusque-là. Est-ce qu'elle a une chance de gagner ?» Il a secoué la tête. « Non, aucune. Le testament est parfaitement légal. Et surtout, elle a signé un reçu pour solde de tout compte. Elle a renoncé à toute réclamation future. Elle n'a aucun argument juridique valable. Alors, pourquoi elle fait ça? Pour vous faire peur, pour vous faire céder, pour vous pousser à bout. C'est une technique classique. Elle espère que vous allez craquer, que vous allez lui donner quelque chose juste pour qu'elle vous laisse tranquille. » J'ai regardé par la fenêtre. Paris s'étendait devant moi, magnifique et indifférente. Et si je ne cède pas, alors nous allons devant le juge. Nous présentons les preuves et nous gagnons. Combien de temps ça prendra? 6 mois, 1 an peut-être, 1 an. 1 an de procédure, 1 an de stress, 1 an à me battre contre ma propre fille devant un tribunal. Maître, j'ai 81 ans. Je sais. Est-ce que je verrai la fin de ce procès? Il m'a regardé. Ses yeux étaient tristes. Je l'espère, Lisette. Je l'espère vraiment. Je suis rentrée chez moi. La maison était silencieuse, vide. Je me suis assise sur le canapé en velours bleu nuit, celui où Bernard s'asseyait, où il lisait, où il rêvait. J'ai pensé à tout ce que j'avais perdu. Jeanne, mes petits-enfants, la paix, la sérénité, l'illusion d'une famille heureuse. Tout ça était parti, envolé, comme de la fumée. Mais j'avais gagné quelque chose aussi. Ma dignité, ma vérité, ma force
et cette maison. Cette maison qui était bien plus qu'un tas de pierres et de bois. C'était le dernier cadeau de Bernard, le seul endroit où je me sentais encore chez moi, le seul endroit où je pouvais être moi-même. Je ne la laisserai pas partir, pas sans me battre, même si ça devait être ma dernière bataille. Le soir est tombé. J'ai allumé les lumières, une à une, dans chaque pièce, comme pour repousser l'obscurité, comme pour me prouver que j'étais encore vivante. Dans la cuisine, j'ai préparé du dîner. Juste pour moi. Des pâtes à la tomate, simple, réconfortant. J'ai mis la table, une assiette, un verre, une serviette. Tout était à sa place. J'ai mangé lentement, en regardant le jardin par la fenêtre. Le cerisier se découpait sur le ciel nocturne. Ses branches nues ressemblaient à des veines, à des racines qui s'enfonçaient dans l'air. Bientôt, ce serait le printemps. Les fleurs reviendraient, la vie reviendrait. Et moi, je serais encore là, je l'espérais. Après le dîner, je suis montée dans la chambre, celle que j'avais partagée avec Bernard pendant 40 ans. Son côté du lit était toujours vide, son oreiller intact. Je n'y avais jamais touché depuis sa mort. Je me suis allongée, j'ai regardé le plafond, les ombres qui dansaient à la lumière de la lampe de chevet. J'ai pensé à Jeanne, à la petite fille qu'elle avait été, à tous ces moments de bonheur, à tous ces rires, à tous ces « je t'aime, maman » qu'elle avait prononcés. Est-ce qu'elle les avait vraiment pensés, ou est-ce que tout avait toujours été un mensonge? Je ne le saurais jamais, et peut-être que ça n'avait plus d'importance, parce que l'amour, le vrai amour, ne se mesure pas à ce qu'on reçoit. Il se mesure à ce qu'on donne, à ce qu'on est prêt à donner. Et moi, j'avais tout donné. Maintenant, il était temps de me donner à moi-même, de me protéger, de me respecter, même si ça faisait mal, surtout parce que ça faisait mal. J'ai éteint la lumière. Dans le noir, j'ai murmuré « Bernard, guide-moi, donne-moi la force de tenir, jusqu'au bout ». Et dans le silence, j'ai cru l'entendre, sa voix douce, rassurante. « Tu es plus forte que tu ne le penses, ma reine, beaucoup plus forte ». J'ai fermé les yeux, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi, d'un sommeil profond, paisible. Parce que même dans la perte, même dans la douleur, j'avais quelque chose que personne ne pourrait jamais me prendre, ma conscience tranquille. Les mois qui ont suivi ont été étranges, une sorte de purgatoire, ni l'enfer, ni le paradis. Juste une longue attente, un interminable suspense. La procédure judiciaire avançait lentement. Maître Dubois me tenait informé. Des courriers, des audiences reportées, des pièces à verser au dossier, des arguments, des contre-arguments. Toute cette machinerie juridique qui broie les vies avec une indifférence bureaucratique. Mais moi, je continuais à vivre, parce que c'était tout ce que je savais faire. Continuer. Je me levais chaque matin à 7 heures. Je faisais mon café. Je m'asseyais à la table de la cuisine. Je regardais le cerisier. Les saisons passaient devant mes yeux comme un film au ralenti. Décembre est arrivé avec ses premières gelées. Le jardin s'est endormi sous une couche de givre. Les branches du cerisier brillaient comme du cristal au soleil du matin. C'était beau, d'une beauté froide, tranchante. Puis janvier, février, les mois les plus sombres. Ceux où le jour se lève tard et se couche tôt. Où Paris devient grise. Où les gens marchent vite, le col relevé, sans se regarder. J'ai fêté mes 82 ans seul. Un gâteau acheté chez le boulanger du coin. Une bougie. Un vœu silencieux. Que cette année m'apporte la paix. Juste la paix. Marguerite est venue me voir. Elle m'a apporté des fleurs, des roses blanches, mes préférées. Nous avons bu du champagne, juste un verre, pour célébrer. Pour me rappeler que j'étais encore vivante, que j'avais encore des raisons de sourire. Tu tiens le coup? Oui, je tiens. Le procès? L'audience est prévue pour mars. Tu es prête? Je ne sais pas. Peut-on vraiment être prête à affronter sa propre fille devant un juge? Elle a serré ma main. Elle n'a rien dit, parce qu'il n'y avait rien à dire. Mars est arrivé, et avec lui, les premiers signes du printemps. Les bourgeons sur les arbres, l'air qui devenait plus doux, les journées qui s'allongeaient, la vie qui revenait, timide, hésitante, mais réelle. Le cerisier a commencé à fleurir. Quelques fleurs d'abord, puis des dizaines, puis des centaines, des petites corolles roses qui transformaient l'arbre en nuage, comme tous les ans. Fidèle, imperturbable, je me suis dit que c'était un signe, que la vie continuait, que même après l'hiver le plus rude, le printemps finissait toujours par revenir. L'audience était fixée au 15 mars, un mercredi. Maître Dubois est venu me chercher à 9 heures. Il m'a aidé à monter dans sa voiture. Une belle voiture noire, confortable, silencieuse. « Comment vous sentez-vous, Lisette ?» Terrifiée. Il a souri tristement. « C'est normal, mais souvenez-vous, vous avez la vérité de votre côté, la loi aussi. Et moi, Jeanne sera là? Oui, avec son avocat. Mais vous n'êtes pas obligé de lui parler. Vous n'êtes pas obligé de la regarder même. Je sais, mais je vais le faire quand même, parce que c'est ma fille,
et que même si elle m'a trahi, je ne peux pas faire semblant qu'elle n'existe pas. Nous sommes arrivés au tribunal, un grand bâtiment austère dans le 4e arrondissement. Des colonnes, des escaliers, des couloirs qui sentaient l'encaustique et le vieux papier. Nous avons attendu dans une petite salle. Maître Dubois relisait ses notes. Moi, je regardais mes mains, ses mains ridées, tachées par le temps. Ces mains qui avaient bercé Jeanne, qui l'avaient nourrie, qui l'avaient soignée quand elle était malade. Ces mains qui tremblaient maintenant à l'idée de la revoir. À 10 heures, on nous a appelés. Nous sommes entrés dans la salle d'audience, une grande pièce solennelle, des boiseries sombres, un plafond haut, une odeur de poussière et de justice. Le juge était déjà là, une femme d'une 50aine d'années, cheveux gris tirés en chignon, lunettes sur le bout du nez. Un visage sévère mais pas méchant, juste fatigué, comme si elle avait vu trop de familles se déchirer devant elle. Et puis je l'ai vue, Jeanne. Elle était assise de l'autre côté de la salle, à côté d'un homme en costume, son avocat j'imagine. Elle portait un tailleur bleu marine, élégant, strict. Ses cheveux étaient attachés, pas de bijoux, pas de maquillage excessif. Elle avait l'air fragile, vulnérable. C'était calculé, bien sûr. Tout était calculé chez Jeanne, toujours. Nos regards se sont croisés. Pendant une fraction de seconde, elle a détourné les yeux la première. Le juge a ouvert le dossier. Elle a commencé à parler. Des mots techniques, juridiques, contestation de testament, réserve héréditaire, donation déguisée. Des mots qui résonnaient dans la salle comme des coups de marteau. L'avocat de Jeanne a pris la parole. Un homme jeune, trop jeune, avec une voix assurée, arrogante presque. Madame la présidente, ma cliente, Madame Jeanne Courtois-Moreau, conteste les termes du testament de feu son père, Monsieur Bernard Courtois. Il a sorti des papiers. Il a parlé, longtemps, de la loi, des droits, de l'équité. Il disait que Jeanne avait été lésée, que le testament était injuste, que Bernard avait favorisé son épouse au détriment de sa fille unique. Monsieur Bernard Courtois a légué l'intégralité de ses biens à son épouse, ne laissant rien à sa fille. C'est une violation manifeste du principe de réserve héréditaire. Ma cliente demande réparation. Je l'écoutais, je me taisais. Maître Dubois m'avait dit de ne pas réagir, de rester calme, digne. Puis ce fut au tour de Maître Dubois. Il s'est levé, il a ajusté ses lunettes, et il a parlé, calmement, posément, mais avec une force tranquille qui m'a rassuré. Madame la présidente, les faits sont simples. Monsieur Bernard Courtois a effectivement légué ses biens à son épouse. C'était son droit le plus strict. Mais contrairement à ce qu'affirme la partie adverse, Madame Jeanne Courtois-Moreau n'a pas été lésée. Il a sorti la boîte en bois de rose. Mon cœur s'est serré. Monsieur Bernard Courtois a donné à sa fille, de son vivant, la somme totale de 453 000 € sur une période de 15 ans. Nous avons tous les relevés bancaires, tous les reçus, toutes les preuves. Il a posé les documents devant le juge, un par un, méthodiquement. De plus, en 2019, Madame Jeanne Courtois-Moreau a signé un reçu pour solde de tout compte, un document dans lequel elle reconnaît avoir reçu cet argent et s'engage à ne plus rien réclamer de la succession de son père. Il a tendu le document au juge. Celle-ci l'a pris. Elle l'a lu. Ses sourcils se sont froncés. « Maître, votre cliente a-t-elle signé ce document ?» L'avocat de Jeanne a pâli. Il a regardé Jeanne. Elle avait baissé la tête. Elle ne disait rien. Je n'étais pas au courant de l'existence de ce document. Je vais devoir consulter ma cliente. Le juge a hoché la tête. Vous aurez le temps. Maître Dubois, continuez. Madame la présidente, mon propos est simple. Madame Jeanne Courtois-Moreau a déjà reçu bien plus que sa part légale. Elle a signé un document attestant qu'elle ne réclamerait plus rien. Et maintenant, 2 ans après la mort de son père, elle revient devant vous pour demander plus. Plus que ce que la loi lui accorde. Plus que ce qu'elle mérite. Il a fait une pause. Puis, il a continué. Et là, sa voix s'est adoucie, presque triste. Mais ce qui est le plus grave dans cette affaire, Madame la Présidente, ce n'est pas la question d'argent, c'est la question morale. Madame Courtois-Moreau a menti à sa mère. Elle lui a dit que son père ne lui avait rien laissé. Elle a essayé de la chasser de sa propre maison. Elle l'a menacée, harcelée. Et maintenant, elle l'attaque en justice. Il s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient doux. Ma cliente a 82 ans. Elle a perdu son mari. Elle a perdu sa fille. Elle a perdu ses petits-enfants. Elle ne demande qu'une chose, vivre en paix dans la maison que son époux lui a laissée. Est-ce trop demandé? Le silence est tombé dans la salle, lourd, pesant. On aurait pu entendre une épingle tomber. Le juge a regardé Jeanne. « Madame Courtois-Moreau, avez-vous quelque chose à dire ?» Jeanne a levé la tête. Ses yeux étaient rouges. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Elle a regardé son avocat. Celui-ci a murmuré quelque chose. Elle a secoué la tête. Je n'ai rien à dire. Très bien.
Le juge a refermé le dossier. Je vais étudier les pièces versées au dossier et rendre mon jugement dans un mois. L'audience est levée. Elle a frappé avec son marteau. Un coup sec, final. Nous nous sommes levés. Jeanne et son avocat sont sortis rapidement, sans un regard, sans un mot, comme des ombres. Moi, je suis resté debout, immobile. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Mes jambes tremblaient. Maître Dubois m'a pris le bras. « Venez, Lisette, c'est fini. Vous croyez qu'on a gagné ?» Oui, sans aucun doute. Le juge a vu la vérité. Elle a vu qui mentait. Nous sommes sortis du tribunal. Dehors, le soleil brillait. Le ciel était d'un bleu éclatant. Les gens marchaient, riaient, vivaient, indifférents à mon petit drame personnel. Maître Dubois m'a raccompagné. Dans la voiture, j'ai regardé Paris défiler par la fenêtre. Cette ville que j'aimais tant. Cette ville où j'avais tout vécu. Les joies, les peines, les naissances, les morts. Lisette, vous avez été formidable. Je n'ai presque rien dit. Justement, vous avez gardé votre dignité, votre calme, face à quelqu'un qui vous a fait tant de mal. C'est ça, la vraie force. Je n'ai pas répondu, parce que je ne me sentais pas forte. Je me sentais vide, épuisée. Comme si on m'avait vidé de toute substance. Quand je suis rentrée chez moi, la maison m'a accueillie dans son silence familier. J'ai enlevé mon manteau, mes chaussures. Je me suis assise sur le canapé en velours bleu nuit. Et là, pour la première fois depuis des mois, j'ai pleuré, vraiment pleuré. Des sanglots profonds qui venaient du fond de mon âme. Des larmes qui lavaient tout. La colère, la douleur, la tristesse. J'ai pleuré pour Bernard, pour sa faiblesse, pour son amour gâché. J'ai pleuré pour Jeanne, pour la petite fille qu'elle avait été, pour la femme qu'elle était devenue. J'ai pleuré pour moi, pour toutes ces années perdues, pour cette famille brisée, pour cette solitude qui était devenue mon quotidien. Mais au milieu de ces larmes, quelque chose s'est passé, quelque chose d'étrange, de libérateur. J'ai senti un poids se soulever, comme si une main invisible m'avait délivré d'un fardeau que je portais depuis trop longtemps. J'ai compris quelque chose d'essentiel. Je n'avais pas besoin de gagner ce procès pour être en paix. Je n'avais pas besoin que Jeanne s'excuse. Je n'avais pas besoin que mes petits-enfants me reviennent. Je n'avais pas besoin de justice. Pas de cette justice-là en tout cas. Parce que la vraie justice, elle était déjà là, en moi, dans ma conscience tranquille, dans ma dignité retrouvée, dans ma capacité à me regarder dans le miroir sans avoir honte. Jeanne, elle, vivrait avec ses mensonges, avec sa culpabilité, avec ce poids invisible qui finit toujours par rattraper ceux qui trahissent. Et moi, je vivrais avec ma vérité, avec ma paix, avec ma liberté. Les jours qui ont suivi ont été différents, plus légers, comme si quelque chose s'était débloqué en moi. J'ai recommencé à sortir, à me promener dans le quartier, à dire bonjour aux commerçants, à sourire aux inconnus. J'ai repris contact avec d'anciennes amies, des femmes que j'avais perdues de vue. Nous avons pris le thé ensemble, parlé de nos vies, ri, vraiment ri. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai recommencé à lire, des romans que j'avais mis de côté, des poèmes, des essais. Je me suis réinstallée dans la vie, dans ma vie. Un après-midi, j'étais dans le jardin, je m'occupais des rosiers, ceux que Bernard avait plantés il y a 20 ans. Ils avaient survécu, malgré le froid, malgré la négligence. Ils étaient toujours là, fidèles. J'entaillais les branches mortes, j'arrosais la terre. Je parlais aux fleurs comme Bernard le faisait. « Allez, mes belles, encore un effort. Le printemps est là. » C'est alors que j'ai entendu la sonnette. J'ai sursauté. Qui pouvait venir à cette heure? J'ai enlevé mes gants de jardinage. Je suis entré. J'ai ouvert la porte. Lucas était là, mon petit-fils. Il se tenait sur le seuil, les mains dans les poches, l'air gêné. Ses yeux évitaient les miens. « Grand-mère, je peux entrer ?» Mon cœur a bondi dans ma poitrine. J'ai hoché la tête. Je ne pouvais pas parler. Les mots restaient coincés dans ma gorge. Il est entré. Il a regardé autour de lui. Cette maison qu'il connaissait par cœur, où il avait passé tant de mercredis après l'école, tant de vacances, tant de Noël. Ça sent toujours pareil. Le jasmin et le café. J'ai souri. Mes yeux étaient humides. « Viens, on va au salon. » Nous nous sommes assis, lui sur le fauteuil, moi sur le canapé. Un silence gêné s'est installé. Il regardait ses mains. Moi, je le regardais lui. Ce jeune homme de 24 ans, si grand, si beau, avec les yeux de Bernard. « Grand-mère, je suis désolée. » Sa voix tremblait. « Je suis désolée de ne pas t'avoir appelé, de ne pas être venue, de t'avoir abandonné. » Lucas, non, laisse-moi finir. J'ai été lâche, j'ai écouté maman, je l'ai cru, parce que c'était plus facile, parce que je ne voulais pas voir la vérité. Il a levé les yeux vers moi. Des larmes coulaient sur ses joues. Mais maintenant, je sais. J'ai vu les documents, le procès, les preuves, tout. Lucas, tu n'avais pas à... Si, j'avais à. Parce que tu es ma grand-mère, parce que je t'aime, parce que tu ne mérites pas ça.
Il s'est levé, il est venu s'asseoir à côté de moi. Il a pris mes mains dans les siennes, ses grandes mains chaudes. « Pardonne-moi, grand-mère, s'il te plaît. » J'ai serré ses mains, j'ai fermé les yeux. Les larmes coulaient librement maintenant. « Il n'y a rien à pardonner, mon chéri. Rien. Tu es là. C'est tout ce qui compte. » Nous sommes restés là, enlacés, pendant de longues minutes, pleurant ensemble, nous retrouvant. Puis nous avons parlé, longuement. Il m'a raconté les disputes avec Jeanne, sa découverte de la vérité, sa colère, sa honte, Chloé qui refusait encore de me voir, Marc qui buvait trop, la maison en Normandie vendue en catastrophe, les dettes qui s'accumulaient. Maman va mal, grand-mère, très mal. Elle ne dort plus, elle ne mange plus. Elle est en train de se détruire. J'ai senti mon cœur se serrer. Malgré tout, malgré la douleur, malgré la trahison, c'était encore ma fille. Est-ce qu'elle regrette? Lucas a hésité. Je ne sais pas. Elle ne parle plus. Elle est enfermée dans sa chambre. Elle pleure tout le temps. Mais elle ne dit rien. Elle ne s'excuse pas. Elle ne reconnaît rien. J'ai hoché la tête. J'avais compris. Jeanne était prisonnière de ses propres mensonges, de son orgueil, de sa culpabilité. Elle ne pouvait pas revenir en arrière. Elle ne savait pas comment, et je ne pouvais pas l'aider. Pas cette fois. Lucas est resté tout l'après-midi. Nous avons bu du thé, mangé des biscuits, parlé de tout et de rien, de ses études, de ses rêves, de sa vie. C'était comme avant, comme si rien ne s'était passé, mais en mieux, plus vrai, plus profond. Quand il est parti, il m'a embrassé longuement. Je reviendrai, grand-mère, promis. Je sais, mon chéri, je sais. J'ai refermé la porte. Je suis restée là, dans l'entrée, le cœur léger pour la première fois depuis des mois. Lucas était revenu, mon petit-fils, mon sang, mon espoir. Peut-être que tout n'était pas perdu. Peut-être que la vie trouvait toujours un chemin, même à travers les ruines. Le soir, je me suis assise dans le jardin. Le cerisier était en pleine floraison. Les pétales tombaient doucement, comme une neige rose, silencieuse, paisible. J'ai pensé à Jeanne, à sa souffrance, à sa chute. Je n'éprouvais pas de joie, pas de satisfaction, juste une tristesse infinie. Parce que je comprenais maintenant. Je comprenais que la vie se charge toujours de rendre justice. Pas de manière spectaculaire, pas de manière immédiate, mais inévitablement. Jeanne vivrait avec ses choix, avec ses mensonges, avec les conséquences de ses actes. Et moi, je vivrais avec ma vérité, avec ma paix, avec ma conscience tranquille. Le temps ferait le reste. Le temps finissait toujours par tout révéler. Tout équilibrer, tout remettre à sa place. J'ai levé les yeux vers le ciel. Les premières étoiles apparaissaient, timides, fragiles, mais éternelles. Bernard, j'ai tenu jusqu'au bout, comme tu me l'avais demandé. Dans le silence du soir, j'ai cru entendre sa voix, douce, fière. Je le savais, ma reine, je l'ai toujours su. Et pour la première fois depuis sa mort, j'ai souri. Un vrai sourire, serein, lumineux, parce que j'avais compris l'essentiel. On ne gagne pas contre l'injustice en se vengeant. On gagne en restant digne, en gardant son humanité, en laissant le temps faire son œuvre. La justice viendrait, naturellement, inexorablement. Et moi, j'étais prête, prête à accepter, prête à pardonner, prête à vivre. Le 15 avril, un mois exactement après l'audience, j'ai reçu un appel de Maître Dubois. « Lisette, nous avons gagné. » J'étais dans le jardin, j'arrosais les rosiers. Le téléphone a failli me glisser des mains. « Gagné ? Oui, le jugement vient de tomber. Le juge a rejeté intégralement la demande de Jeanne. Elle vous déboute de toutes ses prétentions. Vous conservez la pleine propriété de la maison et de tous les biens légués par Bernard. » J'ai dû m'asseoir. Mes jambes ne me portaient en plus. Je me suis laissé tomber sur le banc en fer forgé, celui où Bernard et moi nous asseyions les soirs d'été. Et Jeanne, elle devra payer les frais de justice, les siens et les vôtres. Le juge a estimé que sa demande était abusive. Abusive. Ce mot résonnait dans ma tête. Ma fille, ma propre fille, condamnée pour demande abusive contre sa mère. « Lisette, vous êtes toujours là ?»« Oui, je suis là. C'est une excellente nouvelle. Vous êtes libre maintenant. Libre de vivre en paix. Libre. Étais-je vraiment libre ? Ou est-ce que cette victoire me condamnait à autre chose, à une culpabilité invisible, à un chagrin éternel ? Merci, maître. Merci pour tout. » J'ai raccroché. Je suis restée assise là, dans le jardin, entourée par les roses qui commençaient à éclore. Le printemps était là, pleinement. Le cerisier avait perdu presque tous ses pétales. Maintenant, de petites feuilles vertes apparaissaient. La vie continuait son cycle, imperturbable. J'ai pensé à Jeanne. Où était-elle en ce moment ? Comment avait-elle réagi en apprenant le jugement ? Est-ce qu'elle pleurait ? Est-ce qu'elle était en colère ? Est-ce qu'elle me haïssait encore plus ? Je ne ressentais aucune joie, aucun triomphe, juste une immense tristesse, parce que gagner contre sa propre fille,
Même quand on a raison, même quand la loi est de son côté, ce n'est jamais vraiment gagner. C'est juste perdre différemment. Marguerite est venue me voir le soir même. Elle avait apporté du champagne. Pour célébrer. Lisette, c'est merveilleux. Justice est faite, mais quand elle a vu mon visage, son sourire s'est évanoui. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu devrais être heureuse. Je sais, mais je n'y arrive pas. Je ne peux pas me réjouir de ça. Elle s'est assise à côté de moi. Elle a posé le champagne sur la table. Elle a pris ma main. Lisette, tu n'as pas à te sentir coupable. Tu n'as rien fait de mal. Tu as juste défendu ce qui t'appartenait. Je sais, mais c'est quand même ma fille. Et maintenant, elle doit payer des milliers d'euros. Elle qui est déjà dans une situation terrible. J'ai l'impression de l'avoir détruite. Non. Marguerite a serré ma main plus fort. Non, Lisette, ce n'est pas toi qui l'as détruite. C'est elle. Par ses choix, par ses mensonges, par son avidité. Tu n'as fait que te protéger. Et c'était ton droit, ton devoir même. J'ai hoché la tête. Je savais qu'elle avait raison. Rationnellement, je le savais. Mais mon cœur, lui, ne comprenait pas. Mon cœur de mère pleurait encore. Les semaines ont passé. Mai est arrivé. Puis juin. L'été s'installait doucement. Paris devenait plus légère, plus vivante. Les terrasses se remplissaient. Les gens souriaient. La ville respirait. Moi, je continuais ma routine. Mes promenades, mes lectures, mes thés avec Marguerite. Lucas venait me voir chaque semaine. Il m'apportait des nouvelles. Jamais de Jeanne directement. Mais je devinais, à travers ses silences, ses regards inquiets, ses soupirs. Comment va ta mère? Il haussait les épaules. Pareil, enfermée, silencieuse. Et ton père? Il a quitté la maison. Mon cœur s'est serré. Quoi? Oui, il y a 2 semaines. Il a dit qu'il n'en pouvait plus. De maman, des mensonges, des dettes, de tout. Il est parti. Oh mon Dieu, pauvre Jeanne. Lucas m'a regardé avec surprise. Ah, tu as pitié d'elle? Après tout ce qu'elle t'a fait? Oui, parce que c'est ma fille, et que même si elle m'a blessée, je ne peux pas me réjouir de sa souffrance. Tu es trop bonne, grand-mère. Non, je suis juste humaine. Un matin de juillet, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai pris le métro jusqu'au Père-Lachaise, le cimetière où Bernard était enterré. C'était une belle journée, chaude, lumineuse. Les allées du cimetière étaient ombragées par de grands arbres, paisibles, silencieuses. J'ai marché lentement jusqu'à sa tombe, une simple pierre grise, sobre, élégante, comme il l'aurait voulu. Bernard Courtois, 1936-2021. Époux aimant, père dévoué, père dévoué. Ces mots me brûlaient maintenant, parce qu'ils étaient vrais, trop vrais. Bernard avait été tellement dévoué qu'il en avait oublié de dire non, qu'il en était mort, avec des secrets, avec une culpabilité qu'il n'aurait jamais dû porter. Je me suis agenouillée, mes genoux ont craqué. Mon corps vieillissant se rappelait à moi, mais je m'en fichais. J'avais besoin d'être près de lui parler. Bernard, c'est fini. Le procès, le jugement. Nous avons gagné. Enfin, j'ai gagné. Mais je ne me sens pas gagnante. Je me sens juste, vide. Le vent soufflait doucement dans les arbres. Les feuilles bruissaient, comme une réponse. Jeanne va mal, très mal. Marc l'a quittée. Les enfants sont perdus. Lucas revient vers moi, mais Chloé refuse toujours de me parler. Et moi, je ne sais pas quoi faire. J'ai posé ma main sur la pierre. Elle était tiède, chauffée par le soleil. Tu m'as dit de me battre, de ne pas la laisser me détruire. Et je l'ai fait. J'ai tenu, j'ai résisté. Mais maintenant, je regarde ce qui reste, et je vois juste des ruines. Une famille brisée, un amour gâché, une fille perdue. Les larmes coulaient sur mes joues. Mais c'était des larmes différentes. Pas de colère, pas de douleur, juste de la tristesse. Une tristesse infinie pour tout ce qui aurait pu être et qui ne serait jamais. Je ne sais pas si j'ai bien fait, je ne sais plus. Peut-être que j'aurais dû céder, lui donner la maison, partir, recommencer ailleurs. Au moins, nous aurions gardé un semblant de lien. Le vent a soufflé plus fort, comme une protestation. Mais tu as raison, si j'avais cédé, elle serait revenue, encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Tu le savais, c'est pour ça que tu m'as laissé cette boîte, pour me protéger. J'ai fermé les yeux, j'ai respiré profondément. Je t'aime, Bernard, je t'aimerai toujours, et je te pardonne, pour les secrets, pour les mensonges, pour tout, parce que je sais que tu l'as fait par amour, par cette faiblesse magnifique qui fait qu'on aime trop, qu'on donne trop, qu'on espère trop. Je suis restée là longtemps, très longtemps, jusqu'à ce que le soleil commence à décliner, jusqu'à ce que le cimetière devienne presque vide. Puis je me suis relevée, j'ai essuyé mes larmes, j'ai embrassé la pierre froide. Repose en paix, mon amour, je tiendrai bon, pour toi, pour moi. En rentrant chez moi, j'ai décidé de marcher. C'était loin, mes jambes protestaient, mais j'avais besoin de bouger, de sentir la vie autour de moi.
J'ai traversé des quartiers que je ne connaissais pas. J'ai vu Paris sous un autre angle. Des rues étroites, des petites places, des cafés où les gens riaient, la vie, partout, magnifique et imperturbable. En passant devant un café du 11e arrondissement, je l'ai vue, Jeanne. Elle était assise à une table en terrasse, seule, devant une tasse de café vide. Elle regardait dans le vide. Ses cheveux étaient mal coiffés, pas de maquillage, des cernes profonds sous les yeux. Elle portait un jean et un pull informe, elle qui était toujours si élégante, si soignée. Elle avait vieilli de 10 ans en quelques mois. Mon cœur s'est serré. J'ai voulu passer mon chemin, faire comme si je ne l'avais pas vue, mais mes pieds se sont arrêtés, malgré moi, contre ma volonté. Je suis restée là, sur le trottoir, à la regarder. Ma fille, mon bébé, cette femme brisée qui avait été autrefois une petite fille pleine de vie. Nos regards se sont croisés. Elle m'a vu, son visage s'est figé, ses yeux se sont écarquillés, puis elle a détourné le regard. J'aurais pu partir, j'aurais dû partir, mais quelque chose m'a poussé à avancer, à m'approcher de sa table. « Bonjour Jeanne ». Elle n'a pas répondu. Elle fixait sa tasse vide, ses mains tremblaient. « Je peux m'asseoir ?» Un long silence. Puis elle a hoché la tête. À peine. Un mouvement presque imperceptible. Je me suis assise. Le serveur est passé. J'ai commandé un thé. Nous sommes restés là, côte à côte, sans parler. Le bruit de la rue nous entourait. Les voitures, les conversations, la vie qui continuait. Indifférente. « Tu as gagné !» Sa voix était basse, cassée, comme un vieux disque rayé. « Oui, tu dois être contente. »« Non, je ne suis pas contente. » Elle a levé les yeux vers moi, pour la première fois. Ses yeux étaient rouges, gonflés, vides. « Pourquoi tu es venue? Pour te moquer? Pour savourer ta victoire? » « Non, Jeanne, je suis venue parce que tu es ma fille. Et que malgré tout, malgré ce qui s'est passé, je ne peux pas te voir souffrir sans ressentir de la peine. » Elle a ri, un rire amer, sans joie. « De la peine? Tu as de la peine pour moi? Après ce que je t'ai fait? » Oui. Pourquoi? Parce que c'est ce que font les mères. Elles aiment, même quand on ne le mérite pas. Un silence, long, pesant. Marc m'a quitté. Je sais, Lucas me l'a dit. Il dit que je suis toxique, que je l'ai ruiné, que je ruine tout ce que je touche. Sa voix tremblait. Elle serrait sa tasse si fort que ses articulations blanchissaient. Les enfants, Lucas te voit, Chloé me déteste. Marc est parti. J'ai tout perdu. L'appartement est hypothéqué. Je dois vendre. Je vais devoir vivre dans un studio minable en banlieue. Seule. Elle a fermé les yeux. Des larmes coulèrent sur ses joues. Et le pire, c'est que je sais que c'est ma faute. Tout. Tout était ma faute. C'était la première fois qu'elle le reconnaissait. La première fois qu'elle admettait sa responsabilité. Jeanne, non. Laisse-moi finir. Elle a ouvert les yeux. Elle m'a regardé. Vraiment regardé. Pour la première fois depuis des années. J'ai été horrible. Avec toi. Avec papa. J'ai menti. J'ai manipulé. J'ai pris et pris sans jamais rien donner en retour. Et maintenant, je paie. Jeanne, ton père t'aimait. Je sais, c'est ça le pire. Il m'aimait, et moi, je l'ai utilisé. Je l'ai vidé. Et quand il est mort, j'ai essayé de faire pareil avec toi. Elle a essuyé ses larmes d'un geste rageur. Tu sais ce que je vois quand je me regarde dans le miroir? Un monstre égoïste qui a détruit sa propre famille. Tu n'es pas un monstre, Jeanne. Tu as fait des erreurs terribles. Mais tu n'es pas un monstre. Si, j'en suis un. Et maintenant je dois vivre avec, pour le reste de ma vie. J'ai tendu ma main, hésitante. Je l'ai posée sur la sienne. Elle n'a pas retiré la sienne. Nous sommes restés comme ça, mère et fille, connectés par cette main, par ce contact fragile. Jeanne, je ne peux pas effacer ce qui s'est passé. Je ne peux pas faire semblant que tout va bien. Mais je peux te dire une chose. Quoi? Je ne te hais pas. Malgré tout, malgré la douleur, je ne te hais pas. Elle a éclaté en sanglots. Des sanglots profonds, déchirants. Les gens autour nous regardaient, mais je m'en fichais. J'ai serré sa main plus fort. Mais je ne peux pas non plus revenir en arrière. Je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Tu comprends? Elle a hoché la tête entre deux sanglots. Je comprends. Je ne te demande pas de me pardonner. Je sais que c'est impossible. Je voulais juste que tu saches que je regrette. Vraiment, profondément. Même si c'est trop tard, ce n'est jamais trop tard pour regretter. Ce n'est jamais trop tard pour changer. Tu crois? Oui. Je crois que tant qu'on est vivant, on peut toujours choisir de devenir meilleur. Nous avons fini nos boissons en silence. Un silence différent. Moins lourd, moins hostile, juste triste. Infiniment triste. Quand je me suis levée pour partir, Jeanne m'a retenue. « Maman, est-ce qu'un jour tu pourrais… » Elle n'a pas fini sa phrase. Elle n'avait pas besoin. Je savais ce qu'elle voulait demander. Je ne sais pas, Jeanne. Peut-être. Avec le temps. Beaucoup de temps. Mais d'abord, tu dois te réparer.
Pour toi, pas pour moi, pour toi. Comment on se répare quand on a tout cassé? En commençant petit, un jour à la fois, une vérité à la fois, une action juste à la fois. J'ai posé ma main sur sa joue, un geste que je n'avais pas fait depuis des années. Tu es ma fille, ça, personne ne peut le changer. Mais l'amour, le vrai amour, ce n'est pas juste un lien de sang. C'est aussi du respect, de la confiance, de l'honnêteté. Et ça, il faut le reconstruire. Elle a hoché la tête, elle pleurait encore, mais ses larmes semblaient différentes, moins de désespoir, peut-être un début de compréhension. Je suis partie, je n'ai pas regardé en arrière, parce que si je l'avais fait, j'aurais pu faiblir, j'aurais pu céder, et ce n'était pas le moment. En rentrant chez moi, j'ai trouvé Lucas qui m'attendait sur le perron. « Grand-mère, j'étais inquiet, tu ne répondais pas au téléphone. »« Pardon, mon chéri, j'étais en promenade. » Il m'a regardé attentivement. « Tu as pleuré ?»« Oui. » « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je lui ai raconté. La rencontre avec Jeanne, la conversation, les larmes. Il m'a serré dans ses bras. « Tu as fait ce qu'il fallait. Ni trop, ni pas assez. Juste ce qu'il fallait. Tu crois ? Oui. Tu lui as montré qu'il y avait encore de l'humanité, de la compassion, mais aussi des limites, des conséquences. C'est ce dont elle a besoin. Nous sommes entrés. Il a préparé du thé. Nous nous sommes assis dans le salon. Le soleil du soir entrait par les fenêtres. La maison était baignée d'une lumière dorée, douce, apaisante. Grand-mère, est-ce que tu crois au karma ? Au karma ? Oui. À l'idée que la vie nous rend ce qu'on lui donne. J'ai réfléchi. Oui, je crois. Pas de manière magique, pas de manière immédiate, mais je crois que nos actions ont des conséquences, que nos choix façonnent nos vies, que tôt ou tard, on récolte ce qu'on sème. Tu crois que maman est en train de payer pour ce qu'elle a fait ? Oui, mais pas parce que je le veux, pas parce que je me venge, juste parce que c'est la nature des choses. Quand on ment, on perd la confiance. Quand on manipule, on perd l'amour. Quand on prend sans donner, on finit seul. C'est juste la loi de la vie. Et toi, qu'est-ce que tu récoltes ? J'ai souri. La paix, la dignité, la liberté. Et toi, je te retrouve. C'est plus précieux que tout l'or du monde. Il a souri aussi. Ses yeux brillaient, les yeux de Bernard, pleins de bonté, de lumière. Les semaines qui ont suivi ont été étranges. J'ai reçu des nouvelles de Jeanne, indirectement, par Lucas, par des connaissances communes. Elle avait vendu l'appartement. Elle vivait maintenant dans un petit studio à Montreuil. Elle avait trouvé un travail, rien de glorieux, secrétaire dans une petite entreprise. Mais c'était quelque chose, un début. Elle voyait un psychologue, elle essayait de comprendre, de se reconstruire. Chloé lui parlait à peine. Marc avait refait sa vie, rapidement, avec une femme plus jeune. Jeanne était seule, vraiment seule, pour la première fois de sa vie. Et moi, je vivais, vraiment vivais. Je sortais, je voyais des amis. J'allais au théâtre, au cinéma. Je lisais, j'écrivais même un peu, des mémoires, pour moi, pour garder une trace, pour que cette histoire ne soit pas oubliée. Lucas venait souvent, nous parlions pendant des heures, de tout, de rien, de la vie, de l'amour, de la famille. Il me racontait ses études, ses rêves, ses peurs. Un jour, il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Grand-mère, tu sais ce que j'ai appris de toute cette histoire ? Quoi, mon chéri ? Que l'amour sans limite, ce n'est pas vraiment de l'amour, c'est de la peur de perdre, la peur d'être rejeté. Le vrai amour, c'est savoir dire non, savoir poser des frontières, savoir se respecter soi-même. Tu es sage pour ton âge. C'est toi qui m'as appris, en me montrant, pas en me disant, en me montrant qu'on peut aimer quelqu'un et quand même se protéger, qu'on peut pardonner sans tout oublier, qu'on peut être fort sans être méchant. J'ai senti les larmes monter, mais c'était des larmes de joie cette fois, de fierté, d'amour. Merci Lucas, merci d'être là, merci d'être toi. Le soir, je suis montée au grenier. J'ai ouvert la vieille malle en cuir. J'ai sorti la boîte en bois de rose. Je l'ai ouverte une dernière fois. Tous les documents étaient là. Les preuves, les mensonges, la vérité. Je les ai regardés longuement. Puis, j'ai tout remis dans la boîte. J'ai refermé le couvercle. Et je l'ai rangé au fond de la malle. Je n'en aurais plus besoin. L'histoire était terminée. La justice avait été rendue. Pas par moi, pas par un juge, mais par la vie elle-même. Jeanne vivait maintenant avec les conséquences de ses choix. La solitude, le remords, la perte. Ce n'était pas moi qui l'avais punie. C'était elle, par ses propres actions. Et moi, je vivais avec les conséquences de mes choix aussi. La paix, la dignité, la liberté, mais aussi la solitude parfois, le manque, le chagrin de cette famille brisée. Mais je pouvais me regarder dans le miroir, je pouvais dormir la nuit, je pouvais vivre avec moi-même. Et ça, c'était tout ce qui comptait. La vie m'avait appris quelque chose d'essentiel, quelque chose que j'aurais voulu savoir plus tôt. On ne peut pas forcer l'amour,
On ne peut pas acheter le respect. On ne peut pas mendier la loyauté. On peut juste être soi-même, avec intégrité, avec dignité, avec honnêteté, et laisser le temps faire son œuvre, laisser la vie rendre justice, naturellement, paisiblement, inexorablement, parce que la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la vengeance divine, c'est juste la nature des choses. Semer l'amour, récolter l'amour, semer le mensonge, récolter la solitude, semer la manipulation, récolter le rejet. C'était simple, terriblement simple et terriblement juste. Je suis redescendue du grenier. La maison m'attendait, silencieuse, paisible, mon refuge, mon royaume, le dernier cadeau de Bernard. Je me suis assise sur le canapé en velours bleu nuit. J'ai fermé les yeux, j'ai respiré profondément et j'ai souri. Parce que pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment libre. Libre de la culpabilité, libre de la peur, libre du besoin d'être aimée à tout prix, libre d'être simplement moi, Lisette. Une femme de 82 ans qui avait traversé la tempête et qui était encore debout, encore vivante, encore digne, encore elle-même. Et ça, personne ne pourrait jamais me l'enlever. Nous sommes en novembre, 1 an exactement après ce matin où Jeanne m'a donné 24 heures pour quitter ma maison. 1 an, 12 mois, 365 jours qui ont tout changé. Je suis assise dans le jardin. Le cerisier est de nouveau nu. Ses branches se découpent sur le ciel gris de novembre. Mais je sais qu'au printemps, les fleurs reviendront. Elles reviennent toujours. Lucas m'a appelé ce matin. Il a une nouvelle petite amie, une jeune femme douce qui étudie la médecine comme lui. Il voulait me la présenter. Grand-mère, j'aimerais que tu la rencontres. Ton avis compte pour moi. Mon avis compte. Ces mots m'ont réchauffé le cœur. Chloé ne m'a toujours pas contactée. Mais Lucas dit qu'elle pose des questions, qu'elle commence à douter de la version de sa mère. Elle a besoin de temps, grand-mère, mais elle reviendra. J'en suis sûre. Peut-être, peut-être pas. J'ai appris à accepter ce que je ne peux pas contrôler. Jeanne, elle, continue sa vie. Dans son petit studio, son petit travail, sa petite existence. Lucas la voit parfois. Elle va mieux, dit-il. Elle boit moins, elle pleure moins, elle essaie, essayer. C'est tout ce qu'on peut faire finalement. Essayer d'être meilleur que la veille. Essayer de réparer ce qu'on a cassé. Essayer de devenir celui qu'on aurait toujours dû être. Je pense souvent à Bernard, à cette boîte qu'il m'a laissée, à cette ultime protection. Il savait tout. Et même dans sa faiblesse, même dans ses erreurs, il a trouvé le courage de me donner les armes pour me défendre. C'était son dernier cadeau d'amour. Pas la maison, pas l'argent, mais la vérité. La vérité qui libère. Hier, j'ai reçu une lettre de Jeanne, la première depuis le procès. Une lettre courte, maladroite, honnête. Maman, je ne te demande pas de me pardonner. Je ne te demande rien. Je voulais juste te dire que chaque jour, j'essaie d'être une meilleure personne. Pour moi, pour mes enfants. Et peut-être, un jour, pour toi aussi. Merci de m'avoir montré ce que signifie avoir de la dignité, même quand tout s'effondre. Ta fille, Jeanne. J'ai pleuré en lisant ces mots. Mais c'était des larmes différentes, des larmes d'espoir. Peut-être que tout n'était pas perdu. Peut-être que dans les ruines de notre famille, quelque chose de nouveau pouvait naître. Mais je ne me précipiterai pas. Je ne forcerai rien. J'ai appris que l'amour véritable ne se mendie pas. Il se construit, pierre par pierre, vérité par vérité, jour après jour. Aujourd'hui, j'ai 83 ans. Mon corps vieillit. Mes mains tremblent un peu plus. Mes jambes me portent un peu moins loin. Mais mon cœur, lui, est en paix. Je regarde cette maison autour de moi, ces murs qui ont tout vu. Les joies, les peines, les mensonges, les vérités. Cette maison est bien plus qu'un toit. C'est un symbole. Le symbole de ma dignité retrouvée, de ma force découverte, de ma liberté conquise. Si je devais résumer tout ce que j'ai appris en une seule phrase, ce serait celle-ci. Aimer quelqu'un ne signifie pas tout accepter. Aimer, c'est aussi savoir dire non, savoir poser des limites, savoir se respecter soi-même. Parce que quand on s'oublie complètement pour les autres, on finit par n'être plus personne. Ni pour eux, ni pour soi. Bernard l'a appris trop tard. Moi, je l'ai appris juste à temps. Je pense à toutes ces femmes qui, comme moi, se sacrifient en silence, qui donnent tout sans jamais rien recevoir, qui se sentent coupables de vouloir être respectées, qui ont peur de perdre l'amour si elles osent dire non. À elles, je voudrais dire, vous valez plus que ce qu'on vous fait croire. Vous méritez le respect, vous méritez la dignité, vous méritez d'être vous-même. Et si quelqu'un vous rejette parce que vous posez des limites, c'est qu'il ne vous aimait pas vraiment. Il aimait juste ce que vous pouviez lui donner. Le vrai amour respecte, le vrai amour écoute, le vrai amour grandit dans la vérité, pas dans le mensonge. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.
Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Le soir tombe, le jardin s'endort, le cerisier attend patiemment le printemps. Et moi, je suis encore là, encore vivante, encore digne, encore moi-même. Je lève les yeux vers le ciel. Les premières étoiles apparaissent, timides, éternelles. Bernard, j'ai survécu, j'ai vaincu. Pas contre Jeanne, mais contre la peur, contre la culpabilité, contre cette petite voix qui me disait que je ne méritais rien. Dans le silence, je sens sa présence, comme un souffle, comme une caresse, et je souris. Parce que finalement, la vie m'a appris la plus belle leçon qui soit. On ne perd jamais quand on garde sa dignité. On ne perd jamais quand on choisit la vérité. On ne perd jamais quand on reste soi-même. Tout le reste n'est que bruit, que fumée, que poussière. Mais la dignité, elle, reste, pour toujours. Je me lève, je rentre dans ma maison, mon refuge, mon royaume. Demain, Lucas viendra déjeuner. Nous parlerons, nous rirons, nous vivrons. Parce que c'est ça, la vraie victoire. Pas l'argent, pas la maison, pas même la justice. La vraie victoire, c'est de continuer à vivre, avec grâce, avec dignité, avec amour. Et tant que je respire, je continuerai, jour après jour, pas après pas, jusqu'au bout, parce que je suis Lisette Courtois, j'ai 83 ans, et je suis encore debout.